Ils m'ont forcé à m'agenouiller sur la pierre avant même que je comprenne ce qui se passait. Des mains agrippaient mes bras assez fort pour y laisser des bleus, tandis que des voix s'élevaient autour de moi, accusatrices, certaines, déjà en train de décider. Et quelque part derrière moi, la voix de la guérisseuse a percé le vacarme, calme et absolu, lorsqu'elle a prononcé les mots qui ont fait taire toute la salle. 6 semaines, 6 semaines. Un enfant en moi. J'ai ri parce que je le devais, parce que ça n'avait aucun sens, parce que je connaissais ma propre vie, mon propre corps, chaque instant de mon existence. Et je l'ai dit plus fort cette fois. Je n'ai jamais été avec personne, et le silence qui a suivi était pire que les cris. Un silence épais, incrédule, qui attendait que je craque. Puis les portes se sont ouvertes, lourdes, définitives. Et le roi Alpha est entré. Il s'est arrêté devant moi, assez près pour me toucher. Qui t'a touché? J'ai dégluti. Je ne sais pas. Et pour la première fois depuis qu'il m'avait traîné ici, l'Alpha n'avait pas l'air convaincu que je mentais. Il avait l'air d'essayer de comprendre quelque chose de bien pire. Avant de commencer, si vous êtes quelqu'un qui ressent les histoires un peu plus profondément que la plupart des gens, aimez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans la section des commentaires d'où vous nous regardez. Quelque chose n'allait pas avant même que j'ouvre les yeux. Pas le genre de malaise qui persiste après un mauvais rêve, mais celui qu'on ressent dans une pièce où quelqu'un est entré sans votre permission. Quelque chose de fondamental avait été réarrangé. Un silence là où il ne devrait pas y en avoir. J'ai appuyé la paume de ma main à plat sur le matelas fin et je me suis assise lentement. La cabane était de la même, le même bois qui s'écaillait, le même courant d'air provenant de la fenêtre fissurée, la même lumière grise du matin qui filtrait à travers un tissu qui n'avait pas été un rideau depuis des années. Tout était exactement là où je l'avais laissé. Sauf moi. J'ai cherché à l'intérieur de moi, par instinct, pas par la pensée, de la même manière qu'on respire sans en décider, j'ai cherché cette partie de moi qui était là depuis mes 13 ans. Le faible bourdonnement, la chaleur à la base de mes côtes, la présence qui n'était pas exactement une voix, mais qui n'était jamais silencieuse non plus. Rien. J'ai cherché à nouveau, plus profondément, plus fort, comme si je creusais un sol gelé à main nue. Toujours rien. Ma louve avait disparu. Pas endormie, pas enfouie, pas en colère ou distante comme elle l'était parfois quand j'étais anxieuse ou épuisée. Elle était absente. L'espace où elle vivait en moi était propre et vide, comme une pièce que quelqu'un aurait récurée jusqu'au plancher. J'ai pressé mes 2 mains contre mon sternum et j'ai fermé les yeux. J'ai inspiré par le nez, expiré par la bouche. J'ai essayé encore et encore et encore. Lentement. Rien. Rien. La panique n'est pas arrivée d'un coup. Elle s'est installée lentement, chimiquement, partant de mes doigts, montant à mes poignets, rampant le long de mes bras comme du givre. Non, ai-je dit à voix haute. Ma voix s'est sortie rauque, inutilisée. Non, non. J'ai jeté la couverture et j'ai titubé jusqu'au petit miroir fissuré cloué au mur près de la bassine. Le même visage, les mêmes cheveux sombres emmêlés, les mêmes ombres couleur de contusion sous mes yeux. J'avais l'air exactement pareil. Mais je ne l'étais pas, je ne l'étais pas. Dans la société de la meute, votre loup est votre âme. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie. C'est la partie de vous qui se connecte à tout, la lune, le réseau de liens, la hiérarchie, la terre sous vos pieds. Sans elle, vous êtes moins que rien. Vous êtes une blessure, une infection ambulante, une abomination. Et j'étais debout dans une cabane pourrie à la lisière du territoire de Vorat, sans loup et sans explication. J'ai enfilé des vêtements sans les regarder, des bottes sans les lacer. J'ai attrapé la poignée de la porte et j'ai tiré, et le froid du matin m'a frappé en pleine poitrine comme une gifle. La clinique se trouvait à 20 minutes de marche à travers le village inférieur. J'ai fait le trajet en 12 minutes, à moitié en courant, à moitié en trébuchant, en me tenant les côtes comme si quelque chose à l'intérieur de moi pouvait tomber si je lâchais prise. La guérisseuse Évangéline était déjà là. Elle l'était toujours. Cette femme dormait pratiquement sur sa table d'examen. Elle a levé les yeux quand j'ai fait irruption par la porte, les cheveux gris, le regard vif, les mains tachées d'Achillée et de quelque chose de plus sombre. « Aurélia ?» Elle était sur pied avant que je ne parle. « Tu as l'air...
Quelque chose ne va pas. Assieds-toi. Ma louve a disparu. Les mains d'Évangeline se sont arrêtées en plein mouvement. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui vient de dire quelque chose d'impossible. Disparu, a-t-elle répété. Disparu. Pas en sommeil, pas malade, disparu. Je ne la sens pas. Je ne peux pas l'atteindre. Il n'y a rien. Évangeline m'a guidé sur la table sans un mot de plus. Ses mains étaient efficaces et chaudes. Elle a pressé ses paumes sur mes tempes, mes clavicules, l'arrière de mon cou. J'ai senti la faible pulsation de sa magie de diagnostic, nette, clinique, mesurée. Elle a descendu le long de ma colonne vertébrale, de mes côtes, de mon abdomen et s'est arrêtée. Ses mains ont appuyé plus fort contre mon ventre. La pulsation de sa magie a changé et est devenue plus vive, plus concentrée. Évangeline, ai-je dit. Elle n'a pas répondu. Elle a fermé les yeux, son front s'est plissé, ses lèvres ont bougé sans un son. Évangeline. Elle a retiré ses mains, m'a regardé et il y avait quelque chose sur son visage que je n'y avais jamais vu auparavant. Pas de la pitié, pas du choc, quelque chose de pire, de la peur. Quoi, ai-je murmuré. Aurélia, a-t-elle dit prudemment, de la manière dont on parle à quelqu'un qui se tient sur un rebord. Quand as-tu été avec quelqu'un pour la dernière fois? Quoi? Intime avec un mâle. Jamais. Le mot est sorti sec sur la défensive, parce que c'était vrai et que je ne comprenais pas pourquoi elle me demandait ça. Je n'ai jamais. Pourquoi me demandes-tu ça? Évangeline a expiré lentement, comme si elle décidait du poids qu'une phrase devait porter. Tu es enceinte, a-t-elle dit, d'environ 6 semaines. La pièce a basculé, pas métaphoriquement. Le sol a réellement bougé sous moi ou mon corps l'a fait parce que je m'agrippais au bord de la table d'examen et le bois me cisaillait les paumes et je pensais très clairement, d'une voix très calme, que c'est impossible. C'est impossible, ai-je dit à voix haute. La signature est forte, Claire. Il n'y a aucune ambiguïté. Je n'ai jamais été avec personne. Ma voix montait, je pouvais l'entendre grimper hors de moi comme quelque chose qui se frayait un chemin en griffant. Je n'ai jamais été touché, je m'en souviendrai, je le saurais. Alors comment? Je ne sais pas. Nous nous sommes regardés, deux femmes assises dans une pièce remplie de faits impossibles. Pas de loup, pas de souvenir d'intimité, aucune lacune dans mes souvenirs, et un enfant qui grandissait dans moi alors que... Il y a autre chose, a dit Évangeline plus bas maintenant. Comment peut-il y avoir autre chose? Je ne détecte aucune odeur de père sur toi ou sur l'enfant. Il n'y a aucune signature masculine, aucune trace de lien, aucune marque d'accouplement. J'ai secoué la tête lentement, d'avant en arrière, comme si en continuant à la secouer, les mots allaient se réarranger en quelque chose qui ait un sens. Ça veut dire que quiconque a fait ça, quoi qu'il soit arrivé, était soit complètement sans précédent, soit a été conçu spécifiquement pour ne laisser aucune trace. Évangeline a soutenu mon regard, stable et sombre. Aurélia, quelque chose t'est arrivé, quelque chose de délibéré, et quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer que tu ne le saurais jamais. Le retour a été pire que l'aller. Au moment où j'ai atteint ma cabane, mes mains tremblaient, non pas de froid, mais de la compréhension que d'ici demain, je ne serai plus seulement sans loup. Je serais une histoire. Et dans le territoire de la Meute, les histoires ne faisaient pas l'objet d'une enquête. Elles étaient brûlées. À l'intérieur, j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai posé mes mains sur mon ventre. Rien ne semblait différent. C'était le pire. Mon corps ne se sentait pas violé. Mon esprit ne se sentait pas manipulé. Chaque souvenir que j'avais était vif, séquentiel et mien. Chaque matin, chaque nuit, chaque repas, chaque conversation, tout au long des 6 dernières semaines, en une continuité parfaite et ininterrompue. Il n'y avait pas de lacunes, pas d'espace vide, pas de moment de confusion. Et cela aurait dû être rassurant, sauf que c'était le contraire. Parce que la grossesse était réelle et le loup était parti et quelque chose s'était passé et je ne me souvenais de rien. Pas parce que j'avais oublié, mais parce que quelque chose avait fait en sorte que je ne m'en souvienne jamais. J'ai appuyé plus fort mes paumes contre mon ventre. Il n'y avait aucun mouvement, aucune chaleur, juste de la chair et des os et la connaissance de quelque chose d'impossible qui prenait racine là où aucune graine n'aurait dû être plantée. « Qui es-tu » ai-je murmuré. «
Pas de réponse. Bien sûr, pas de réponse. Mais je suis resté assise là longtemps dans la lumière grise, les mains sur un avenir que je ne pouvais pas expliquer, et j'en ai attendu une quand même. La nouvelle s'est répandue vite dans le territoire de la meute, plus vite que le vent, plus vite que l'intention. À midi, le village inférieur était au courant. Le soir, le conseil avait été informé. Le lendemain matin, une convocation officielle avait été émise. Pas des anciens du village, pas du responsable régional, mais du roi Alpha lui-même. Devreux Vorat arrivait. J'ai entendu son nom et ma poitrine s'est serrée pour des raisons que je ne comprenais pas. Pas de la peur. Exactement. Quelque chose en dessous de la peur, quelque chose de plus ancien, comme un réflexe si profondément enfoui que mon corps a réagi avant que mon esprit ne puisse suivre. Je me suis dit que c'était la nervosité. Le roi Alpha ne visite pas le village inférieur. Quand il le fait, quelqu'un finit par saigner ou par être banni, et j'étais déjà la personne la plus bannissable du territoire. Je me tenais devant ma cabane et je regardais la route qui descendait du complexe supérieur. L'air avait changé. Tout le village était devenu silencieux comme une forêt avant un orage. Pas vide, mais en suspens. Il est arrivé à pied, sans entourage, sans annonce, juste un homme marchant sur un chemin de terre, comme s'il possédait le sol sous ses pieds, ce qui, à tous égards importants, était le cas. Devreux Vorat, roi alpha des étendues du Nord. Le plus jeune à avoir jamais détenu le titre. Bâti comme quelque chose que la montagne elle-même avait décidé de sculpter. Grand, large, taillé dans les angles et le silence. Cheveux sombres, coupés courts, une mâchoire qui semblait avoir été fixée une fois pour toutes et ne plus jamais bouger. Des yeux de la couleur du fer en hiver. Il était habillé simplement, de cuir sombre, sans insigne. Il n'en avait pas besoin. Chaque loup, dans un rayon d'un demi-kilomètre, savait déjà exactement qui il était, parce que la pression de sa présence vous tombait dessus comme la météo. Pas oppressante, juste absolue. Le genre d'autorité qui ne demande pas la permission et se fiche que vous la donniez. Je l'ai senti me frapper même sans mon loup. Une profonde attraction cellulaire qui n'avait rien à voir avec la hiérarchie et tout à voir avec quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Mon pouls ne s'est pas accéléré, il a ralenti, comme si mon sang lui-même était attentif. Il s'est arrêté à 20 pas de ma cabane. Ses yeux m'ont trouvé immédiatement. Pas en balayant de la foule, pas en cherchant dans les embrasures de porte, il m'a trouvé. Comme s'il avait déjà su où je me tiendrais. Et quelque chose s'est produit. Quelque chose que je ne pourrais jamais expliquer correctement parce que le langage n'a pas la forme adéquate pour cela. Son corps s'est immobilisé. Pas tendu, immobile. De la manière dont un prédateur s'immobilise lorsqu'il capte une odeur à laquelle il ne s'attendait pas. Chaque muscle en lui s'est bloqué pendant exactement un battement de cœur, puis s'est relâché. Ses narines se sont dilatées, sa mâchoire s'est crispée, et il m'a regardé comme s'il essayait de résoudre un problème qui changeait constamment ses propres variables. Aurelia Sloan, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Alpha. Ma voix était stable, je ne sais pas comment. Il a comblé la distance entre nous en 3 foulées. S'est arrêté à 30 centimètres, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de lui par vagues, et pas le genre ordinaire. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui a fait ralentir mon sang et tendre ma peau à l'endroit où mon loup vivait autrefois, me faisant mal comme un membre fantôme. J'aurais dû reculer. Chaque instinct de survie que j'avais appris en 23 ans à être le plus bas échelon de l'échelle de la meute disait « Recule, baisse les yeux, fais-toi petite. » Je n'ai pas bougé. « Vous avez signalé un statut de sans-loup, a-t-il dit. Je n'ai rien signalé. C'est la guérisseuse qui l'a fait. Et la grossesse, aussi la guérisseuse. Sa mâchoire a travaillé. Regardez-moi. Je le regardais déjà, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voulait que je soutienne son regard, que je ne bronche pas, que je le laisse lire ce qu'il essayait de lire. Alors, je l'ai fait. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens et je l'ai senti. Le poids du regard d'un alpha, le genre qui fait tomber les loups inférieurs à genoux. Il a appuyé sur moi comme une main sur ma poitrine. Je n'avais pas de loup, pas de force intérieure pour riposter. J'aurais dû m'effondrer. Je ne l'ai pas fait. Quelque chose m'a maintenu debout. Pas l'entêtement, pas la défiance. Quelque chose de plus profond et de moins volontaire. Comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit ignorait et qu'il refusait de plier. Ses yeux se sont plissés. J'y ai vu de la surprise.
Brève et contrôlée, immédiatement enfouie. Mais je l'ai vue. Vous ne devriez pas être capable de tenir ce regard, a-t-il dit à voix basse. Je suis pleine de choses impossibles aujourd'hui. Le coin de sa bouche a tressailli, pas un sourire, loin de là, mais quelque chose. Et je l'ai senti atterrir dans ma poitrine comme une étincelle, ce qui n'avait aucun sens car j'étais debout devant le loup le plus puissant du territoire, sans loup, sans statut, sans allié, et avec un enfant impossible grandissant dans moi. Et la chose que mon corps a décidé d'enregistrer était le quasi-mouvement de sa bouche. Quelque chose n'allait vraiment pas chez moi, au-delà de l'évidence. D'œuvreux. Ils m'ont fait attendre dans une antichambre en pierre avant. Mon loup n'avait pas fait un bruit. C'était la première chose. La chose anormale. La chose que je ne pouvais expliquer à personne parce que personne ne comprendrait ce que cela signifiait. Quand un alpha approche un individu sans loup, le loup répond. Toujours. Il se dresse. Il s'affirme. Il défie le vide comme le feu défie l'obscurité. Non par cruauté, mais par nature. Une personne sans loup est une absence. Et le loup alpha traite l'absence comme il traite une menace, avec dominance, avec pression, avec contrôle. Mon loup n'a rien fait de tout cela. Au moment où j'ai posé les yeux sur Aurelia Sloan, debout devant une cabane qui tenait à peine debout, pieds nus, défiante, avec des ombres sous les yeux et le menton levé comme si elle mettait le monde au défi de s'en prendre à elle. Mon loup s'est immobilisé, pas endormi, pas prudent, immobile, de la manière dont il s'immobilise quand il reconnaît quelque chose. Meute, parenté, lien, mais il n'y avait pas de lien. Je n'avais jamais vu cette femme de ma vie. Je n'avais aucune connexion avec elle, aucune histoire, aucune raison pour que mon loup la traite autrement que ce que le rapport disait qu'elle était. Une femelle de basse statue avec un loup manquant et une grossesse inexpliquée. Et pourtant, mon loup s'est couché, pas en soumission. Mon loup ne se soumet pas, mais quelque chose d'adjacent, quelque chose que je n'avais jamais ressenti de la bête en moi en 29 ans de coexistence. Il s'est apaisé, comme s'il avait attendu et que l'attente était terminée. Je me tenais devant elle et l'attraction était si forte que j'ai dû verrouiller mes jambes pour ne pas m'approcher. Pas de l'attirance, ou pas seulement de l'attirance, de la reconnaissance. Mes cellules répondaient à elle comme l'acier répond à un aimant, sans pensée, sans permission, avec une certitude chimique absolue. Son odeur aurait dû être neutre. Les individus sans loup sentent la cendre, comme quelque chose de consumé, mais pas elle. Elle sentait la pluie et le fer et quelque chose en dessous des deux que je ne pouvais pas nommer. Quelque chose qui me donnait envie de mettre mon visage contre sa gorge et de respirer jusqu'à ce que je l'identifie. Je ne l'ai pas fait, évidemment. Vous ne devriez pas être capable de tenir ce regard, ai-je dit, parce qu'elle soutenait mon regard et elle n'aurait pas dû en être capable. Une femme sans loup soutenant le regard d'un alpha, c'était comme un humain tenant un fil électrique sous tension. Le corps n'était pas fait pour ça. Je suis pleine de choses impossibles aujourd'hui, a-t-elle dit, et j'ai pensé, oui, tu l'es. Je me suis tourné vers Évangeline, qui se tenait près de la porte de la cabane, le visage gris et vigilant. Décrivez-moi chaque découverte. N'omettez rien. Évangeline l'a fait. Le statut de sans-loup, rupture complète, pas de suppression. La grossesse confirmée, 6 semaines, signature saine. L'absence d'odeur masculine ou de traces de lien. La mémoire intacte, pas de lacunes, pas de fragmentation, pas de signe d'altération. J'ai écouté. J'ai laissé l'information s'installer dans la partie froide et analytique de mon esprit qui m'avait maintenu en vie à travers 3 guerres territoriales et une tentative de coup d'État. Et puis j'ai de nouveau regardé Aurelia Sloan. Elle se tenait les bras croisés, pas en défense, en patience, comme si elle avait répondu à des questions impossibles toute la journée et qu'elle était fatiguée mais pas brisée. Quelque chose dans ma poitrine a bougé. Une ligne de faille. Une fissure capillaire dans l'architecture de mon contrôle. Vous viendrez au complexe, ai-je dit. Suis-je en état d'arrestation? Vous êtes sous protection. Contre quoi? Contre le fait que d'ici demain, chaque loup de ce territoire saura qu'une femme sans loup porte un enfant intraçable et qu'aucun d'entre eux ne réagira bien. Elle m'a regardé, a de nouveau soutenu mon regard. Ce regard impossible, sans ciller. Très bien, a-t-elle dit, mais j'apporte ma propre couverture.
Votre complexe a l'air froid. Mon loup a émis un son dans ma poitrine, bas, chaleureux, approbateur. Je l'ai ignoré, je le devais. Parce que si je ne le faisais pas, je devrais me demander pourquoi le loup d'un alpha ronronnait pour une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Le complexe était silencieux à minuit. Moi, je ne l'étais pas. J'étais assis sur le bord de mon lit, les coudes sur les genoux et les mains jointes derrière la nuque, et j'essayais, pour la 4e fois, de forcer mon loup à se calmer. Il ne voulait pas. Depuis le moment où j'avais quitté la chambre d'Aurelia Sloan, depuis le moment où j'avais fermé la porte et entendu le clic de la serrure, et senti mon loup se jeter contre mes côtes comme une bête en cage, il faisait les 100 pas. Pas l'agitation d'une dominance non résolue, pas le rythme de chasse qui précédait un conflit. C'était différent, circulaire, agité, la façon dont un animal fait les 100 pas quand il a été séparé de quelque chose dont il a besoin. J'ai pressé mes paumes contre mes yeux et j'ai respiré. Elle était à 2 couloirs de là. Je pouvais sentir la distance comme une mesure physique, comme si quelqu'un avait tracé une ligne de ma poitrine à la sienne et que je pouvais en sentir la longueur exacte. Cela n'aurait pas dû être possible. Je n'avais aucun lien avec cette femme. Je n'avais aucune histoire avec elle. C'était une affaire territoriale, une enquête, un problème à résoudre avec la logique, le protocole et l'autorité qui accompagnaient mon titre. Mon loup se fichait de mon titre. Mon loup voulait retourner à sa porte, se tenir devant, s'assurer que rien ne la touche pendant qu'elle dormait. J'ai enfoncé mes doigts dans ma nuque assez fort pour y laisser des marques. Ce n'était pas normal. Rien de tout cela n'était normal. Les loups alpha ne répondaient pas aux femmes sans loup avec protection. Ils ne se taisaient pas, ils ne se calmaient pas, ils ne ronronnaient pas bas et chaud au son d'une voix qu'ils avaient entendue pour la première fois il y a 3 heures. Sauf s'ils ne l'avaient pas entendue pour la première fois. La pensée a atterri dans ma poitrine comme une lame. Je me suis redressé, j'ai fixé le mur. Non, c'était impossible. Je n'avais aucun souvenir d'elle, aucun rêve, aucun espace vide dans mon histoire où sa silhouette pourrait s'insérer. Ma vie était complète, chaque jour, chaque semaine, chaque mois comptabilisé, solide, séquentiel et mien. Sauf que c'est exactement ce qu'elle avait dit de la sienne. Mon loup a cessé de faire les 100 pas, s'est couché, a pressé son poids contre mes côtes, et je suis resté assis dans le noir, dans le silence, avec la distance entre nous tendue comme un fil, et je ne pouvais pas dormir. Pas parce que je pense, mais parce que quelque chose en moi l'écoutait, écoutait un son que je ne pouvais pas nommer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni la suivante. Ils m'ont fait attendre dans une antichambre en pierre avant le procès. Petite, sans fenêtre, une seule torche au mur qui brûlait trop fort et ne laissait nulle part où se cacher. La porte était épaisse, mais pas assez. Je pouvais les entendre à travers. La foule se rassemblant dans la salle du conseil, le bruit des corps qui se déplacent, le faible bourdonnement de la conversation. 500 loups assemblés pour décider de ce que j'étais, et puis une voix, claire, féminine, près de la porte, assez forte pour percer le reste. Ils devraient la brûler. Une autre voix masculine, plus profonde. L'enfant aussi. On ne peut pas laisser quelque chose comme ça. Ma grand-mère m'a parlé d'une femme sans loup dans les étendues de l'Est. Ils ont retiré l'enfant et les ont enterrés tous les deux, la même nuit. J'ai appuyé mon dos contre le mur et j'ai posé mes paumes à plat sur la pierre. J'ai respiré. Les voix continuaient. Pas toutes hostiles, certaines confuses, certaines effrayées. Mais la peur et l'hostilité sonnaient de la même manière quand on était du mauvais côté du mur. Anormal. Et si ça se propage? Ça aurait dû être réglé avant que ça n'aille aussi loin. J'ai fermé les yeux, j'ai compté les battements de mon cœur, j'ai appuyé plus fort contre la pierre. Le problème quand on vous traite d'abomination, c'est que le mot ne fait pas que vous décrire. Il vous reclasse. Il vous sort de la catégorie des personnes et vous met dans la catégorie des problèmes. Et les problèmes n'ont pas de procès, ils ont des solutions. La porte s'est ouverte, un exécuteur. Il n'a pas croisé mon regard. Ils sont prêts. J'ai redressé le dos, j'ai desserré les poings, j'ai avancé. S'ils allaient me brûler, ils allaient me regarder marcher vers le feu, debout. La salle du conseil était taillée dans la montagne elle-même. Mur de pierre brute, plafond bas, une lumière de torche qui ne vacillait pas car il n'y avait pas de vent, juste de la chaleur, du poids et la pression de 200 ans de jugement.
Ils m'ont fait entrer par l'arrière, pas brutalement, mais flanqué. Deux exécuteurs qui ne croisaient pas mon regard. Le conseil siégeait en demi-cercle sur des sièges de pierre sculptée. 12 membres, tous âgés, tous rayonnant le genre d'autorité qui vient de décennies passées à dire aux autres ce qu'ils valaient. Et au centre, non pas assise mais debout, se tenait la grande prêtresse Néra. Je l'avais vue 2 fois dans ma vie, les 2 fois de loin. C'était le genre de femme qu'on ne regarde pas directement, de la même manière qu'on ne regarde pas directement le soleil. Non pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût d'une manière creuse et architecturale, mais parce que sa présence était conçue pour vous faire sentir petit. Grande, des cheveux blancs argentés qui bougeaient comme s'ils avaient leur propre météo. Des robes qui étaient moins des vêtements qu'une déclaration. Des yeux de la couleur de l'os blanchi. Elle m'a regardé comme on regarde une tache. Aurelia Sloan a commencé, le chef du conseil, lisant dans un registre. De basse naissance non marquée, anciennement attachée à la rotation de travail du troisième cercle, vous avez été amené devant ce conseil pour l'affaire de... Nous savons pourquoi elle est là. La voix de Néra a coupé la chambre en deux, basse, musicale, le genre de voix qui vous fait vous pencher et le regretter. Une femelle sans loup, enceinte sans lien, sans odeur, sans compagnon. Dans l'histoire de notre espèce, il n'y a qu'un seul mot pour ce qu'elle représente. Elle a laissé le silence grandir, a laissé la lumière des torches éclairer son visage. Abomination. Le mot m'a frappé à la poitrine. Je l'ai senti atterrir, j'ai senti la pièce basculer. Je n'ai rien dit. J'ai gardé le menton haut, ma respiration régulière, mes mains à plat le long de mon corps. C'est prématuré. La voix de Devereux venait de ma gauche. Il se tenait à l'écart du conseil, les bras croisés, rayonnant d'un calme si total qu'il ressemblait à une menace. Nous n'avons pas d'explication, ce qui signifie que nous n'avons pas de verdict. La loi est claire, a dit Néra en se tournant vers lui. Un individu sans loup portant un enfant intraçable représente une contamination spirituelle. La loi exige la purification. La loi exige d'abord une enquête puis un jugement. Devereux n'a pas élevé la voix, il n'en avait pas besoin. Son ton portait sa propre gravité. Ou bien brûlons-nous les femmes sur la base de la peur maintenant? Une ondulation a parcouru le conseil. Certaines ont bougé, d'autres ont détourné le regard. Les yeux de Néra sont restés sur Devereux. Quelque chose a bougé derrière eux. Un calcul, une retenue, quelque chose qui était ravalé. Vous la défendez, a dit Néra. Je suis le protocole. Vous n'avez aucun intérêt dans cette affaire. J'ai un intérêt dans tout ce qui se passe sur mon territoire. Néra a souri un sourire mince, patient, le genre de sourire qui avait des os. Alors que l'enquête se poursuive, a-t-elle dit, comme si elle offrait un cadeau. Mais la fille reste en détention, et si aucune explication n'est trouvée d'ici la fin du cycle, a convenu Devereux. Néra a hoché la tête, s'est tournée vers moi une dernière fois, m'a regardé de haut en bas avec ses yeux d'os blanchis, et ce que j'y ai vu n'était pas seulement du mépris. C'était une mesure. Comme si elle calculait exactement combien je pesais et si je valais le coup de l'élimination. J'espère que vous avez des réponses, mon enfant, a-t-elle dit doucement, bien que je soupçonne que les réponses ne soient pas quelque chose que la vie vous ait généreusement offert à quelqu'un de votre rang. L'insulte était enveloppée de soie, livrée avec une chaleur qui la rendait pire. Elle ne me menaçait pas, elle me rejetait, me réduisant à la somme de ma lignée et de mon statut en une seule phrase. J'ai soutenu son regard, ses yeux d'os blanchis. Mon rang n'a rien à voir avec ce qui grandit en moi, ai-je dit, et je soupçonne que vous le savez. La chambre est devenue silencieuse. L'expression de Néra n'a pas changé, mais ses yeux si. Un scintillement, bref et dangereux. Et pour la première fois depuis que mon loup avait disparu, j'ai senti quelque chose dans l'espace vide où elle se trouvait. Pas de la chaleur, pas une présence, un avertissement. Devereux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai regardé Néra quitter la chambre et mon loup a grogné, bas, guttural, sans y être provoqué, pas territorial, hostile. Le genre de son que mon loup réservait aux menaces qu'il avait déjà identifiées avant que je ne comprenne. Je faisais plus confiance à mon loup qu'à quiconque en vie. Quelque chose chez la prêtresse n'allait pas. Pas d'une manière que je pouvais articuler, pas d'une manière que le conseil accepterait comme preuve,
mais faux à l'endroit où l'instinct réside et où la logique n'est pas encore arrivée. Je me suis tourné vers Aurélia. Elle se tenait au centre de la chambre, seule maintenant, les exécuteurs s'étant reculés. Elle ne tremblait pas, ne pleurait pas, ne jouait pas la force. Elle était juste là, se tenant ensemble avec quelque chose que je ne pouvais pas avoir. Et cela n'aurait pas dû m'affecter. Mais c'est ce que ça a fait. Quelque chose dans la façon dont elle avait regardé Nera, la façon dont elle avait répondu, non pas avec défi, mais avec précision. Comme si elle avait vu quelque chose que le reste de la pièce avait manqué et n'avait pas peur de le dire. Ce genre de cran n'était pas courant, surtout pas de la part de quelqu'un que le monde essayait d'effacer. Venez, ai-je dit, je vais vous conduire à vos quartiers. Quartier, a-t-elle répété d'un ton neutre. C'est comme ça qu'on appelle une cellule. Il y a une fenêtre. Luxe. J'ai marché, elle a suivi. Nous avons traversé les couloirs de pierre du complexe en silence, et j'étais conscient de chaque pas qu'elle faisait derrière moi. Le rythme de sa respiration, le léger bruissement de ses vêtements, la façon dont l'air changeait quand elle était proche, plus chaud en quelque sorte, comme si on se tenait près d'un feu qui n'avait pas encore été allumé. Je voulais ralentir, je voulais qu'elle marche à côté de moi au lieu de derrière moi. L'impulsion était si spécifique et si irrationnelle que j'ai failli m'arrêter de marcher complètement. J'ai ouvert une porte, une shower table propre, lit, bassine, fenêtre donnant sur la crête est. Elle est entrée, a regardé autour d'elle, a touché le mur du bout des doigts. La guérisseuse dit que l'enfant est en bonne santé, et je dis, elle ne s'est pas retournée. Je sais. Nous trouverons ce qui vous est arrivé. Maintenant, elle s'est retournée, m'a regardé avec ses yeux sombres et stables. Pourquoi a-t-elle demandé? Pas de manière conflictuelle, sincère. Vous êtes le roi Alpha. Je ne suis personne du troisième cercle. Pourquoi est-ce que cela vous importe? J'aurais dû dire protocole, territoire, ordre. Au lieu de cela, ce qui est sorti a été parce que mon loup ne s'est jamais trompé sur quoi que ce soit, et en ce moment, mon loup me dit que vous n'êtes pas ce qu'il pense que vous êtes. Elle m'a fixé. Je l'ai fixé en retour, et le couloir semblait se rétrécir, ce qui était impossible, car je me tenais dans l'embrasure d'une porte, et elle se tenait dans une pièce. Et il y avait 2 mètres de sol en pierre entre nous, et ce n'était pas assez. Bonne nuit, Aurélia. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Parti avant que mon loup ne puisse trahir quoi que ce soit d'autre. Parti avant de devoir m'expliquer pourquoi l'idée d'elle derrière une porte verrouillée ressemblait moins à de la sécurité qu'à quelque chose que je devais réparer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le complexe était calme, du genre de calme qui vous oppresse au lieu de vous réconforter. Je me suis assise à la fenêtre, les genoux relevés et la paume à plat sur mon ventre, et j'ai fait quelque chose que j'avais évité. Je lui ai parlé. Je ne sais pas qui tu es, ai-je dit, doucement, comme si en parlant trop fort, les mots deviendraient plus réels que je ne pouvais le supporter. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici. Je ne sais pas qui t'a donné à moi, ni pourquoi, ni ce que tu vas devenir. Silence. L'enfant était trop jeune pour bouger, trop jeune pour répondre, mais j'ai continué à parler quand même. Ils veulent te prendre, certains d'entre eux. Ils pensent que tu es quelque chose de mal, quelque chose qui ne devrait pas exister. J'ai baissé les yeux sur ma main, sur la surface pleine de mon ventre en dessous, inchangé, banal, cachant quelque chose d'impossible. Mais tu es fort, les guérisseurs le disent, plus fort que tu ne devrais l'être, et je pense. Ma voix s'est brisée. J'ai serré les lèvres jusqu'à ce que ça passe. Je pense que tu es peut-être la seule preuve que j'ai que je ne suis pas ce qu'ils disent que je suis. J'ai fermé les yeux, j'ai senti la chaleur de ma propre main contre ma peau. Je vais te garder, ai-je murmuré. Je me fiche de ce qu'ils décideront. Je me fiche de ce que dit la loi. Tu es à moi, même si je ne te comprends pas encore. Le vent a tourné à l'extérieur de la fenêtre. La lumière de la torche a vacillé. Et pendant une demi-seconde, si brève que j'ai failli me convaincre que je l'avais imaginé, j'ai senti une pulsation de chaleur sous ma paume. Pas un mouvement, pas un coup de pied, juste de la chaleur. Brève, impossible et spécifique, comme une réponse. Je n'ai pas dormi après ça. Mais j'ai cessé d'avoir peur. La 3e nuit, on a frappé. J'ai ouvert la porte en m'attendant à un garde. Au lieu de cela, j'ai trouvé Devereux Vorath tenant 2 tasses de quelque chose de fumant. Je l'ai dévisagé.
Puis-je entrer? A-t-il demandé. Et le fait qu'il ait demandé, le roi Alpha demandant la permission d'entrer dans une pièce de son propre complexe, m'a appris quelque chose que je n'étais pas prêt à assimiler. C'est votre maison. C'est votre chambre. Je me suis écarté. Il est entré. La pièce a immédiatement semblé plus petite, non pas à l'étroit, mais chargée, comme si les murs avaient des opinions sur le fait que nous soyons tous les deux dans le même espace. Nos doigts ne se sont pas touchés, mais la proximité a envoyé une chaleur le long de mon bras comme un courant. J'ai serré ma main plus fort autour de la tasse pour l'empêcher de trembler. Qu'ont-ils trouvé? Ai-je demandé, car j'avais besoin de mots entre nous, de structure, de quelque chose d'autre que cette chose sans nom qui vibrait dans l'air quand il était proche. Rien. Il s'est appuyé contre le mur. Même détendu, il ressemblait à une arme que quelqu'un avait posée mais pas rengainée. Aucune signature magique, aucune preuve d'agression, aucune preuve de manipulation. Vous êtes, selon tous les diagnostics que nous avons, complètement intact, sauf pour le loup manquant et la grossesse inexpliquée. Sauf pour ça. J'ai bu une gorgée de ce qu'il y avait dans la tasse, amer, chaud, une sorte de tisane d'écorce. Le conseil s'impatiente, a-t-il dit. J'ai remarqué, Nera pousse pour une décision. Elle veut les droits de purification, veut de l'enfant. Je sais ce qu'elle veut. Ma voix est sortie dure, sèche. Je l'ai vu l'enregistrer, un micro-changement dans sa posture, une prise de conscience. Je ne laisserai pas cela arriver. Sa voix était basse, factuelle, comme un homme décrivant la gravité. Pourquoi? Je vous l'ai dit, votre loup. Je sais, mais ce n'est pas une réponse d'Évreux. Pas une que le conseil acceptera. Le son de son nom dans ma bouche a fait quelque chose à la pièce. Je ne sais pas comment le décrire autrement. L'air s'est raréfié, sa posture a changé, à peine, juste une fraction, mais je l'ai remarqué. Sa prise sur sa propre tasse a changé, comme s'il avait senti quelque chose atterrir et décidait de le reconnaître ou non. Non, a-t-il dit après un moment, ce n'en est pas une. Alors trouvez-moi une vraie. Il m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu quelque chose derrière le fer. Pas de la vulnérabilité exactement, mais quelque chose d'adjacent. Une question à laquelle il n'avait pas encore répondu pour lui-même. Ses yeux sont tombés sur ma bouche pendant une fraction de seconde, involontairement, immédiatement corrigés, et je l'ai senti comme une empreinte digitale sur ma peau. J'y travaille, a-t-il dit doucement. Il a laissé la tasse, a quitté la pièce, me laissant debout dans le noir avec le goût d'écorce sur la langue et l'écho de quelque chose qu'aucun de nous n'avait dit. Et la certitude qu'il avait regardé ma bouche pendant une demi-seconde de trop. Je suis allé moi-même aux archives, après minuit, quand les érudits étaient partis et que le complexe était silencieux. Non pas parce que je ne faisais pas confiance aux enquêteurs. Je leur faisais confiance. Ils étaient minutieux, compétents et exactement aussi imaginatifs que le protocole l'exigeait. C'était ça le problème. Le protocole n'allait pas résoudre ça. J'ai sorti tous les dossiers sur les cas de sang-loup remontant à 2 siècles. 14 cas documentés, tous expliqués en une semaine. Dégâts de malédiction, punition rituelle, rejet de lien, fracture de l'âme due au chagrin. Chacun d'eux laissait une trace, une cicatrice, une signature. Aurélia n'en avait aucune. J'ai sorti les dossiers sur les grossesses non tracées. 3 dans toutes les archives. 2 étaient des erreurs de transcription. Une était un masquage d'odeur délibéré par un couple lié essayant de cacher une union interdite. Et même cela laissait des traces résiduelles qu'un guérisseur compétent pouvait détecter en quelques heures. L'enfant d'Aurélia ne laissait rien, ce qui signifiait l'une des deux choses. Soit quelque chose de complètement sans précédent s'était produit, possible mais peu probable dans un monde régi par des lois magiques cohérentes. Soit quelqu'un doté d'un pouvoir extraordinaire avait effacé ces traces avec une précision qui dépassait tout ce qui existait dans les archives historiques. Je me suis assis dans les archives avec des parchemins étalés autour de moi. J'ai laissé mon loup faire les 100 pas dans ma poitrine et j'ai pensé à Aurélia Sloan, à la façon dont elle soutenait mon regard, à la façon dont sa proximité réchauffait mon sang, à la façon dont mon loup, qui défiait tout, qui ne pliait devant rien, se taisait dans sa présence, à la façon dont elle disait mon nom, la façon dont il sonnait dans sa voix, dépouillé de titres, dépouillé de révérence, juste 2 syllabes qui atterrissaient dans ma poitrine et y restaient. J'ai pris le parchemin suivant, plus ancien,
à accès restreint, des archives scellées du clergé que j'avais l'autorité de consulter, mais que je n'avais jamais eu besoin de le faire. Protocole de rupture de lien. La plupart étaient théoriques, des exercices académiques sur ce qui était possible, pas des registres de ce qui avait été fait. Mais à mi-chemin du troisième parchemin, j'ai trouvé une référence à quelque chose appelé un sceau, un rituel conçu non seulement pour rompre un lien, mais pour écraser la mémoire elle-même, pour remplacer l'expérience vécue par une continuité fabriquée si transparente que même le sujet ne connaîtrait pas la différence. Le parchemin était incomplet. La moitié du texte était caviardée. Les marges étaient annotées dans le chiffre de la grande prêtresse. J'ai fixé ces annotations pendant un long moment. Puis j'ai refermé le parchemin, je l'ai remis en place et je suis resté dans les archives sombres avec une théorie que je n'étais pas prêt à formuler à voix haute. Parce que si j'avais raison, si quelqu'un avait rompu un lien et réécrit la mémoire, alors la question n'était pas seulement de savoir qui avait fait ça à Aurélia. Le matin du cinquième examen, Évangeline a changé l'organisation. J'ai besoin que vous soyez tous les deux présents pour celui-ci, a-t-elle dit. Lecture simultanée. La signature de l'enfant a fluctué selon des schémas que je ne peux pas suivre sans une comparaison de base. C'est ainsi que je me suis retrouvé assis à une extrémité d'un banc de pierre, tandis que Devereux-Vorath était assis à l'autre. 60 centimètres d'espace entre nous. C'est tout. 60 centimètres. Évangeline travaillait autour de nous, pressant ses paumes sur mon abdomen, puis sur le poignet de Devereux, puis de nouveau sur moi, marmonnant des lectures et fronçant les sourcils à ce que sa magie lui disait. Elle était concentrée, clinique, professionnelle. Je n'étais rien de tout cela. 60 centimètres. Je pouvais sentir sa chaleur à 60 centimètres de distance. Elle irradiait de son corps comme s'il était plus chaud que quiconque ne devrait l'être, et elle se posait sur ma peau comme la lumière du soleil, chaude, directionnelle, spécifique. L'enfant y répondait aussi. Pas le coupe de pied spectaculaire d'avant, mais un bourdonnement bas et constant de chaleur dans mon ventre qui n'était pas là avant qu'il ne s'assoie. J'ai gardé les yeux sur le mur, les mains sur mes genoux, ma respiration mesurée. Il gardait les yeux sur le rapport dans ses mains, sa posture rigide. Sa respiration, j'ai remarqué parce que je ne pouvais pas m'empêcher de le remarquer, était légèrement inégale. La main d'Évangeline planait entre nous. « Rapprochez-vous », a-t-elle dit. « J'ai besoin que les signatures se chevauchent. » J'ai regardé Devereux, il m'a regardé. Aucun de nous n'a bougé. « Quelques centimètres », a dit Évangeline, inconsciente de ce qu'elle demandait. Ou peut-être pas inconsciente. Peut-être qu'elle savait exactement ce qu'elle demandait et qu'elle avait plus besoin des données que d'être polie à ce sujet. Devereux a bougé le premier, juste légèrement, réduisant l'écart de moitié. J'ai bougé aussi, 30 centimètres entre nous maintenant, puis 25, puis 20. Je pouvais sentir son odeur, pas son savon, pas son cuir. Lui, en dessous de tout ça, quelque chose de chaud, de minéral et de spécifique, et ça a fait quelque chose à mon cerveau que je ne pouvais pas contrôler. Mes pensées sont devenues plus lentes, plus épaisses, comme si je pataugeais dans l'eau. Sa main était sur son genou. Ma main était sur mon genou. 15 centimètres les séparaient. Je ne savais pas ce qui se passerait si elles se touchaient, mais chaque nerf de mon corps tendait à le découvrir. « Bien, » a dit Évangeline, « restez comme ça. » Nous sommes restés ainsi pendant 12 minutes. 12 minutes assis assez près pour sentir la respiration de l'autre, assez près pour que l'enfant pulse chaud et stable en réponse à sa présence, assez près pour que l'espace vide où se trouvait mon loup ne fasse pas que me faire mal. Il hurlait. Quand Évangeline a finalement dit que nous pouvions nous séparer, je me suis levé trop vite et la main de Devereux a tressailli vers moi, involontaire, avorté, retiré. Et aucun de nous ne l'a reconnu. Mais je l'ai vu. Et à la façon dont sa mâchoire s'est crispée, il savait que je l'avais vu. Le contact réel a eu lieu plus tard le même jour. Examen de l'après-midi. Évangeline pressant ses paumes sur mon abdomen, effectuant des diagnostics. Devereux était là. Il avait commencé à assister à chaque examen maintenant. Personne ne le remettait en question. Il était le roi alpha et c'était une question de sécurité territoriale. C'était la raison officielle. La raison non officielle se tenait, du haut de son mètre 90, contre le mur du fond, me regardant avec ses yeux de fer d'hiver tout en prétendant lire un rapport.
Le même rapport qu'il tenait depuis le matin. La même page. La signature de l'enfant est plus forte, murmura Évangeline. Elle fronça les sourcils. Nettement plus forte. Le taux de croissance est... La porte s'ouvrit. Un coursier, quelque chose à propos de la patrouille de l'Est. Devereux se déplaça pour l'intercepter, s'avançant vers la table où j'étais assise, et sa main a effleuré mon genou. Contact. Peau contre peau. Une demi-seconde. Moins. L'enfant a donné un coup de pied, pas le flottement décrit dans les textes sur la grossesse. Celui que je n'aurais pas dû pouvoir sentir à 6 semaines et demie de toute façon. C'était une pulsation. Une détonation. Une vague de chaleur qui a commencé dans mon ventre et a explosé vers l'extérieur comme une pierre jetée dans une eau calme. J'ai eu le souffle coupé. Devereux s'est figé. Les mains d'Évangeline ont reculé brusquement. Et puis la chaleur a changé. Ce n'était plus seulement de la chaleur, c'était de la reconnaissance, de la spécificité. L'enfant ne réagissait pas au toucher. Il réagissait à lui, à Devereux. Je pouvais le sentir avec une clarté qui n'aurait pas dû être possible. L'enfant tendant vers sa proximité, vers sa présence avec quelque chose qui ressemblait horriblement à de la joie. Comme des retrouvailles. Quoi? La voix de Devereux était rauque. Il regardait sa main comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'était? L'enfant a réagi, dit Évangeline prudemment, à votre contact. Pourquoi? Évangeline m'a regardé. J'ai regardé Devereux. Il vous a reconnu, ai-je dit. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter, avant que je puisse analyser, nuancer ou adoucir. Ils sont juste sortis, bruts, vrais et terrifiants. Et dans le silence qui a suivi, j'ai senti autre chose. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Mon propre corps qui répondait. Pas seulement l'enfant. Moi. Une chaleur se propageant de l'endroit où sa main avait touché mon genou. Grimpant le long de ma cuisse, s'installant dans mon estomac à côté de la pulsation de l'enfant. Ma peau voulait plus de contact. Mon corps se penchait vers lui sans ma permission. Je me suis agrippé à la table pour m'arrêter. Le visage de Devereux a fait quelque chose que je n'avais jamais vu. Le fer s'est fissuré. Juste pour une seconde, juste une fissure capillaire. Et en dessous, il y avait quelque chose de brut, de surpris et de presque humain. Il a retiré sa main, s'est éloigné, et reconstitué son contrôle comme un homme reconstruisant un mur en temps réel. « Ce n'est pas possible, a-t-il dit. Je sais. Je ne suis pas le père. Je sais. Alors pourquoi? Il s'est arrêté, a fermé les yeux. J'ai regardé sa poitrine bouger. Une respiration, 2, 3. Et quand il a rouvert les yeux, la fissure était scellée. Mais je l'avais vu, et il savait que je l'avais vu. Ne parlez pas de ça au conseil, a-t-il dit à Évangeline. Alpha, pas encore. Pas avant que nous comprenions. Il m'a regardé une dernière fois. Quelque chose s'était passé entre nous. Pas des mots, pas de la compréhension, mais la conscience partagée que ce qui venait de se passer avait changé la géographie de cette situation d'une manière qu'aucun de nous ne pouvait cartographier. Puis il est parti, et l'enfant s'est calmé, et la chaleur s'est estompée, et je suis restée assise sur la table de pierre, avec ma main sur mon ventre et l'autre main pressée à plat contre mon genou où il m'avait touché. La tenant là comme si je pouvais préserver la chaleur par pure volonté. Je ne devrais pas vouloir ça, ai-je pensé. Si, a répondu mon corps. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais des ennuis. Devereux. J'ai atteint mon bureau avant que mes jambes ne cèdent. Pas physiquement. Je n'étais pas le genre d'homme dont les jambes cèdent. Mais quelque chose de structurel en moi a flanché. J'ai posé mes mains sur le bureau, j'ai respiré et j'ai laissé mon loup faire ce qu'il essayait de faire depuis le moment où je l'ai touché. Il a hurlé. Pas le hurlement territorial, pas le cri de guerre. L'autre, celui que j'avais entendu décrire mais jamais expérimenté. L'appel du lien. Le son qu'un loup fait quand il trouve la chose qu'il a été fait pour trouver. Mon loup hurlait pour Aurelia Sloan, toi aussi. Et l'enfant m'avait répondu. Pas au hasard, pas par réflexe, avec intention, avec reconnaissance. Comme s'il me connaissait déjà, comme s'il avait attendu. J'ai pressé mon front contre le bureau et j'ai forcé ma respiration à se réguler. Pense. Pense clairement. Ne ressens pas ça tout de suite. Pense-y d'abord. Si l'enfant m'a reconnu, il porte mon essence.
S'il porte mon essence, je suis le Père. Si je suis le Père, il y a eu un lien. S'il y a eu un lien, il a été rompu. S'il a été rompu, nos mémoires ont été altérées. Si nos mémoires ont été altérées, le parchemin, le sceau de rupture de lien, celui avec les annotations du clergé. J'ai relevé la tête, j'ai regardé le mur, j'ai regardé la porte. Si j'avais raison, et mon loup hurlait que j'avais raison, alors Aurelia Sloane n'était pas une étrangère portant un enfant impossible. Elle était ma compagne. Et quelqu'un me l'avait arrachée si précisément que j'étais passé à côté d'elle sans le moindre signe de reconnaissance jusqu'à ce que l'enfant dans son corps tende la main et mette le feu au mensonge. Je me suis assis, j'ai posé mes mains à plat sur le bureau. Je les ai regardées. Mes mains. Qui avait touché son genou? Qui avait senti l'enfant répondre? Qui avait voulu immédiatement, violemment, involontairement continuer à toucher, monter plus haut, sentir plus de sa peau, presser ma paume à plat contre son ventre et sentir l'enfant pulser à nouveau parce que c'était comme la première chose vraie qui m'était arrivée depuis des semaines. J'ai serré les poings. Contrôle. J'avais bâti tout mon règne sur le contrôle. Chaque décision, chaque bataille, chaque négociation construite sur la capacité à maintenir la ligne entre ce que je ressentais et ce que je faisais, et un simple effleurement de peau avait failli tout démolir. Qui avait peut-être un jour touché son visage? Je ne pouvais pas me souvenir. Et ça, le fait de ne pas se souvenir, c'était la chose qui m'a brisé. Il est venu dans ma chambre ce soir-là, et nous nous sommes disputés, pas à propos de l'enquête, du conseil ou de Nera, à propos de quelque chose de plus petit, quelque chose qui n'aurait pas dû avoir d'importance. Vous avez sauté le repas du soir, a-t-il dit depuis l'embrasure de la porte. Je n'avais pas faim. Vous devez manger. Merci pour le conseil médical, Alpha. Il est entré. Ne faites pas ça. Faire quoi? Utilisez le titre comme un mur. Vous ne m'appelez Alpha que lorsque vous essayez de me repousser. Devereux avait raison. Peut-être que je vous repousse parce que vous n'arrêtez pas de vous montrer. Dans mon propre complexe. À ma porte, tous les soirs. Avec du thé que vous prétendez être de l'hospitalité et des questions que vous prétendez concerner l'enquête. Ça a fait mouche. Je l'ai vu faire mouche. Dans la façon dont sa posture s'est raidie. Dans la façon dont sa mâchoire s'est verrouillée. Faites attention, a-t-il dit à voix basse. Ou quoi? Ou je devrais reconnaître que vous avez raison, et cela rendra nos deux vies nettement plus compliquées. Je l'ai fixé. Il m'a fixé. Et entre nous, l'air crépitait de quelque chose qui n'était pas de la colère. Ou qui était de la colère, mais du genre qui vient quand on se tient trop près de quelque chose qu'on ne peut pas toucher et qu'on prétend que ça ne brûle pas. Pourquoi êtes-vous ici, Devereux? Ai-je demandé. Et je ne parlais pas de ce soir, je parlais de tous les soirs, de chaque examen, de chaque quasi-rencontre dans les couloirs, de chaque fois qu'il se montrait là où il n'avait pas besoin d'être, et restait plus longtemps qu'il n'en avait besoin. Il n'a pas répondu. Pas avec des mots, mais ses yeux l'ont dit. La façon dont ils ont parcouru mon visage. Pas en me lisant cette fois, pas en analysant, juste en regardant. Comme un homme mémorisant quelque chose qu'il avait peur de perdre. Je vais vous apporter à manger, a-t-il dit doucement. Ne discutez pas. Il est parti, il est revenu 20 minutes plus tard avec du pain, de la viande séchée et une tasse de tisane d'écorce fraîche. Et nous avons mangé en silence de part et d'autre de la pièce. Et aucun de nous n'a mentionné la conversation que nous venions d'avoir. Mais elle vivait dans l'air entre nous. Un fil tendu, prêt à se rompre. Il est revenu plus tard, après la nourriture, après le silence. Après que j'ai passé une heure assise à la fenêtre à essayer de me convaincre que la façon dont mon pouce s'accélérait quand il était prêt était de l'adrénaline et non quelque chose de pire. La porte était ouverte. Je l'avais laissée ouverte et je ne saurais dire pourquoi. Sauf que l'enfant était agité depuis l'infirmerie et que quelque chose en moi disait de la laisser ouverte. Et j'avais arrêté de remettre en question les choses que mon corps savait et que mon esprit ignorait. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, rétro-éclairé par la lumière des torches du couloir. Ses épaules remplissaient le cadre. « Je dois vous dire quelque chose, a-t-il dit. Sa voix était différente, plus rauque, comme s'il s'était battu avec lui-même et n'avait pas entièrement gagné. Alors entrez. Il n'a pas bougé. Je pouvais voir la guerre sur son visage. Ou plutôt, je pouvais voir l'architecture du contrôle luttant pour contenir quelque chose qui était plus grand que la structure construite pour le retenir. « Si j'entre, a-t-il dit,
Je vais dire des choses qui changeront votre compréhension de tout. Bien, parce qu'en ce moment, je ne comprends rien. Il est entré, a fermé la porte, ne s'est pas assis, s'est tenu au milieu de la pièce comme un homme sur le point de rendre un verdict. J'ai trouvé une référence dans des archives scellées, a-t-il dit. Un rituel appelé le sceau de rupture de lien. Il est conçu pour rompre un lien d'accouplement à la racine et remplacer la mémoire partagée par une continuité fabriquée. Une continuité parfaite, pas de lacunes, pas de cicatrices. Aucun moyen de détecter l'altération, parce que l'altération réécrit tout, y compris l'expérience de l'altération. Je l'ai dévisagé. Vous pensez que quelqu'un m'a fait ça? Je pense que quelqu'un nous a fait ça. Le mot m'a frappé comme une chose physique. Nous, pas vous. Nous. Qu'est-ce que vous dites? L'enfant m'a répondu. Pas au hasard, avec reconnaissance. Mon loup vous a reconnu avant que j'entre dans le village inférieur. Chaque instinct que j'ai me dit, il s'est arrêté. Mâchoire crispée, yeux brûlants. Chaque instinct que j'ai me dit que nous étions liés, que nous avions quelque chose et que quelqu'un l'a rompu et nous a réécrit tous les deux si complètement que nous avons oublié l'existence de l'autre. Je me suis assise. Pas parce que je l'ai choisi, parce que mes jambes ont pris la décision pour moi. C'est impossible. Je sais, tout dans cette histoire est impossible. Qui, ai-je murmuré, qui pourrait faire une chose pareille? Il n'a pas répondu immédiatement, mais je l'ai vu. La façon dont ses yeux ont bougé, la façon dont sa mâchoire s'est crispée davantage, la façon dont la réponse vivait sur son visage avant qu'il ne la laisse atteindre sa bouche. Le rituel est de la magie du clergé, a-t-il dit. Restreinte, interdite. Les annotations dans les archives étaient dans le chiffre de la grande prêtresse. Nera. Le nom est tombé entre nous comme une pierre dans une eau profonde. Je ne peux pas le prouver, a-t-il dit. Pas encore. Le parchemin était incomplet. Les preuves sont l'instinct et l'inférence, pas des faits. L'instinct a été la seule chose fiable dans toute cette situation. Il m'a regardé, quelque chose de brut dans ses yeux, quelque chose qui n'était pas le roi alpha, ni l'enquêteur, ni le stratège, quelque chose qui était juste un homme debout devant une femme qu'il aurait pu aimer et ne se souvenait pas d'avoir aimé. J'ai besoin que vous compreniez ce que je dis, a-t-il dit, et sa voix était basse et rauque et dépouillée de tout ce qui était officiel. Si le sceau est réel, alors vous n'êtes pas ce qu'ils disent de vous. Vous n'êtes pas une abomination. Vous n'êtes pas contaminé. Vous êtes... Il s'est arrêté, a dégluti, et j'ai regardé le grand Devreux Vorath lutter avec un seul mot. Vous êtes à moi, a-t-il terminé, à peine au-dessus d'un murmure. Et je ne me souviens pas de vous, et j'en suis désolé. La pièce est devenue très silencieuse. Ce n'est pas mieux, ai-je dit. Son expression s'est crispée. Ça veut dire que je n'ai pas choisi ça, ai-je continué. Pas vraiment. Ça veut dire que quelque chose a décidé pour moi et maintenant je ne sais pas si ce que je ressens est à moi ou quelque chose qui a été laissé derrière. Ça a fait mouche, plus fort que tout ce que j'avais dit d'autre. Je n'ai pas planifié ce qui s'est passé ensuite. Il n'y a eu aucune pensée, aucune décision, aucune pesée des conséquences. Mon corps a bougé. Je me suis levé, j'ai traversé l'espace entre nous et je me suis arrêté. À 2 centimètres de lui, mes mains levées mais ne touchant pas, sa poitrine se soulevant et s'abaissant devant moi. Je pouvais sentir sa chaleur, l'attraction, la gravité cellulaire irrationnelle et magnétique qui s'était accumulée depuis le premier jour. C'était si fort maintenant que résister me semblait comme retenir ma respiration. Possible, mais douloureux et pas durable. « Je veux te toucher », ai-je dit, « et je ne sais pas si c'est moi ou ce qui nous a été fait. Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça en a. Parce que si je t'embrasse maintenant, j'ai besoin que ce soit réel. Pas un effet secondaire, pas de la chimie de lien résiduel, à moi. » Ses yeux se sont assombris. Sa respiration a changé. « Si c'est réel, ai-je dit, alors ça ne devrait pas sembler si facile. »« Ça ne l'est pas, a-t-il dit. »« C'était pire. Je ne peux pas te dire ce que c'est, a-t-il dit. »« Je ne peux pas te dire ce qui est réel et ce qui est résiduel. Je n'ai pas la réponse à ça. »« Alors qu'est-ce que tu as? » »« Ça. » Il n'a pas bougé, n'a pas comblé l'écart, est juste resté là à 2 centimètres et m'a laissé voir tout ce qu'il avait caché.
Le désir, la confusion, la colère, le chagrin, tout cela sans filtre, mis à nu dans l'espace entre nous. Et c'est ce qui m'a brisé. Pas l'attraction, pas la chaleur, l'honnêteté. Mes mains étaient sur son visage avant que l'un de nous puisse l'arrêter. Il a tressailli, non pas en s'éloignant, mais en s'y abandonnant. Ses yeux se sont fermés, son souffle s'est coupé et ses mains se sont levées. Non pas pour me repousser, mais pour planer, tremblante, juste au-dessus de ma taille. Comme si me toucher pouvait briser quelque chose qu'il n'était pas sûr de pouvoir reconstruire. Aurélia, tais-toi. Et je l'ai embrassée. Pas doucement, pas tendrement, pas romantiquement, mais fort, désespérément. Le genre de baiser qui est plus une collision qu'une connexion. Bouche et dents et le goût de la tisane d'écorce et quelque chose en dessous qui avait le goût du chagrin, de la perte. Comme trouver une porte vers une pièce dont on avait oublié l'existence et l'ouvrir en la défonçant de tout son corps. Il a émis un son contre ma bouche. Bas, brisé, involontaire. Et ses mains ont finalement atterri sur ma taille et m'ont attiré, et pendant 3 secondes, le monde n'était que ça. Juste nous, juste la chaleur et la pression et la reconnaissance impossible d'un corps que je n'avais jamais touché et que je connaissais pourtant. Sa bouche connaissait la mienne. C'était la partie terrifiante. Pas le baiser lui-même. Sa familiarité. La façon dont ses lèvres bougeaient contre les miennes comme si elle l'avait déjà fait. Comme si une mémoire musculaire opérait sous l'amnésie, faisant des choses qu'aucun de nous n'avait autorisées. C'était comme se souvenir. Et je n'avais rien à me souvenir. Nous n'avons pas bougé. C'était ça le problème. Parce que reculer le rendrait réel, et rester signifiait admettre que nous en voulions plus. Mes mains étaient toujours sur lui, les siennes toujours sur moi. Aucun de nous ne se faisait confiance pour être le premier à lâcher prise. Ça ne devrait pas être comme ça, ai-je dit. Non, a-t-il dit. Ça n'a empêché aucun de nous de le vouloir à nouveau. Puis il s'est reculé, haletant, les mains toujours sur ma taille, le front contre le mien. Tout son corps vibrait de l'effort pour s'arrêter. Je n'aurais pas dû, ai-je commencé. Non, sa voix était brisée. Ne t'excuse pas pour ça. J'ai embrassé le roi Alpha. Tu as embrassé l'homme qui ne se souvient pas de toi, et il a mérité chaque seconde. Nous sommes restés là, front contre front, respirant, sans bouger, l'enfant vibrant de chaleur entre nous comme un 3e battement de cœur. Mais ce n'était pas réglé. Le baiser n'avait rien résolu. Au contraire, il avait tout aggravé, parce que maintenant je savais ce que sa bouche ressentait et j'en voulais plus. Et je ne savais pas si ce désir était le mien ou l'écho de quelqu'un que j'avais été. Et le fait de ne pas savoir était une nouvelle forme de torture. Si c'était réel, alors pourquoi avais-je l'impression de me souvenir de quelque chose que je n'avais jamais choisi? Et si ça ne l'était pas, pourquoi semblait-il impossible de s'arrêter? Nous avons besoin de preuves, ai-je murmuré. Je sais. Et nous en avons besoin avant que Néra ne passe à l'action. Je sais. D'Évreux. Ouais. Je ne me souviens pas de toi non plus, mais mon corps si, et ça me terrifie. Il s'est reculé juste assez pour me regarder. Ses yeux étaient brisés. Tout le fer avait disparu. Tout le contrôle était en éclats. Et en dessous, un homme qui se noyait dans la même tempête que moi. Bien, a-t-il dit, utilise la peur, elle te gardera alerte. Il a lâché prise, a reculé, s'est reconstruit en temps réel, le roi Alpha réapparaissant comme une armure qu'on enfile pièce par pièce. Mais ses mains tremblaient encore. Je l'ai vu. Il m'a vu le voir. Demain, a-t-il dit, je retourne aux archives. Je trouve le rituel complet. Et ensuite, nous brûlerons celui qui a fait ça. Il est parti. La porte s'est refermée. Et je suis resté au milieu de la pièce, les doigts sur les lèvres, le goût de lui encore sur ma langue, mon corps vibrant encore et mon esprit hurlant que c'était dangereux. Pas le genre de danger politique. Le genre où l'on se perd dans quelqu'un et où l'on oublie qu'on est au bord d'un précipice. Je le voulais de nouveau. Le baiser, le contact, lui. Je le voulais de nouveau si fort que respirer faisait mal. Et je ne savais pas si c'était de l'amour, de la magie ou du désespoir. Et l'incertitude, je n'ai pas dormi. Impossible. Mon loup faisait les 100 pas si fort que je le sentais dans mes articulations, et chaque fois que je fermais les yeux, j'étais de retour dans cette pièce,
avec ses mains sur mon visage et sa bouche sur la mienne et la sensation de concentre-toi. Je suis retourné aux archives à l'aube, pas la collection publique. La chambre forte scellée sous le temple, celle qui nécessitait la clé de sang de l'alpha pour s'ouvrir et dans laquelle j'étais entré exactement 2 fois pendant mon règne. Le sceau de rupture de lien avait une entrée complète. 3 parchemins. Je les ai tous lus. Le rituel nécessitait du sang, des 2 sujets, prélevés à leur insu ou sans leur consentement. Il nécessitait une encre, un objet physique lié aux 2 essences, caché et entretenu, pour maintenir le sceau actif. Et il nécessitait un praticien maîtrisant la magie des liens à un niveau que, selon les parchemins, seul un rang du clergé avait jamais atteint. Grande prêtresse, le sceau était conçu pour des circonstances extrêmes, pour rompre des liens qui menaçaient la survie de la meute, pour effacer les connexions entre ennemis, pour protéger la hiérarchie lorsqu'un lien violait les lois de la lignée. Il avait été utilisé exactement 4 fois dans l'histoire enregistrée. Chaque fois, le rituel était sanctionné par le Conseil au complet. Aucune sanction n'avait été émise sous mon règne, ce qui signifiait que si Nera avait accompli ce rituel, elle l'avait fait en secret. En violation de toutes les lois qu'elle était censée faire respecter, contre son roi Alpha et une citoyenne de son territoire. J'ai refermé les parchemins, je me suis assis dans la chambre forte, j'ai laissé le froid s'installer en moi. Trouver l'encre, briser le sceau, restaurer le lien. Simple. Sauf que Nera était la ritualiste la plus puissante du territoire. Elle contrôlait la garde du temple. Elle avait l'oreille de la moitié du conseil. Et elle avait déjà démontré une volonté de détruire quiconque menaçait la structure de pouvoir qu'elle maintenait. Je me suis levé, j'ai roulé les épaules, j'ai laissé mon loup s'installer dans quelque chose de plus dur et de plus dangereux que la rage. Patience, précision, puis violence. Les jours après le baiser furent les plus étranges de ma vie. Plus étranges que de me réveiller sans loup. Plus étranges que la grossesse, plus étranges même que la révélation. Parce que maintenant je savais. Ou je savais presque. J'avais une forme pour la vérité, même si je ne pouvais pas encore en voir les contours. Et cette demi-connaissance était pire que l'ignorance. L'ignorance était nette, ceci était déchiqueté. Je me promenais dans les jardins du complexe pendant les heures autorisées. Je prenais mes repas dans ma chambre. Je m'asseyais avec Évangeline pendant qu'elle surveillait la croissance de l'enfant. Accéléré, disait-elle, inhabituel. La signature devenait plus forte chaque jour, comme si la proximité de d'Évreux nourrissait quelque chose que la distance avait affamé. Nous n'avons pas parlé du baiser. Pas directement, mais il vivait d'entre nous, dans la façon dont il se tenait légèrement plus près pendant les examens, dans la façon dont sa main tressaillait quand je le croisais dans le couloir, dans la façon dont ses yeux me suivaient à travers une pièce, puis se détournaient une demi-seconde trop tard, et dans la façon dont mon corps répondait. L'attraction était pire maintenant, plus vive, moins niable. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, ma peau picotait. Mon pouls changeait. L'espace vide où se trouvait mon loup me faisait mal d'un désir que je ne pouvais nommer. Pas pour le loup, mais pour quelque chose auquel le loup avait été connecté. Lui. Il me manquait. La 6e nuit, il m'a trouvé dans le couloir. Pas devant ma chambre cette fois. Près de l'escalier haie, où j'étais allé prendre l'air parce que les murs de ma chambre semblaient se contracter. Le complexe était sombre. Les torches brûlaient faiblement à cette heure. Juste assez pour créer des ombres. Il montait les escaliers. J'étais en haut. Nous nous sommes rencontrés sur le palier. « Vous devriez être dans votre chambre », a-t-il dit. « Vous devriez être dans la vôtre. » Nous sommes restés là, à 60 centimètres l'un de l'autre. La même distance que sur le banc de l'infirmerie, mais différente maintenant parce qu'il n'y avait pas d'Évangeline entre nous. Pas d'examen pour se cacher derrière. Aucune raison officielle pour la proximité. Juste nous. Dans le noir, avec le goût d'un baiser que nous n'avions pas digéré vivant encore dans le silence. J'ai réfléchi, ai-je dit. À quoi? Au baiser, à savoir s'il était réel. Son corps s'est tendu. Je l'ai plus senti que vu. Un changement dans la pression autour de lui. Et je ne sais pas, je ne sais toujours pas, mais je n'arrête pas de... Je me suis arrêté. J'ai serré les lèvres. J'ai réessayé. Je n'arrête pas de vouloir le découvrir. Il n'a pas parlé, mais il s'est rapproché. Un pas, réduisant la distance à 30 centimètres, 15 centimètres. Je pouvais sentir son souffle.
Je pouvais sentir sa chaleur sur mon front. Mes mains pendaient le long de mon corps. Ses mains pendaient le long du sien. Aurélia. Mon nom dans sa bouche, bas, rauque, comme un avertissement et une invitation en même temps. Si personne ne regardait, a-t-il commencé. Alors ne t'arrête pas, ai-je dit. J'ai levé le menton. Il a baissé le sien. L'écart entre nous s'est réduit à des centimètres, des millimètres. Je pouvais voir les paillettes de fer individuelles dans ses yeux, la façon dont ses pupilles s'étaient dilatées, la façon dont ses lèvres s'étaient entr'ouvertes. Une porte a claqué en dessous de nous. Mon corps s'est penché en avant quand même, comme s'il ne comprenait pas pourquoi le monde était intervenu. La botte d'un garde sur la pierre et une voix, l'un des sentinelles de nuit annonçant un changement de garde. Nous nous sommes figés. Il a reculé. J'ai reculé. 60 centimètres de distance réinsérée entre nous comme un mur en reconstruction. Il a expiré fort par le nez. Bonne nuit, Aurélia. Bonne nuit. Il est parti à gauche, je suis parti à droite. J'ai appuyé mon dos contre le mur du couloir et j'ai respiré, et mes lèvres picotaient, et tout mon corps vibrait, et nous ne nous étions même pas embrassés. Nous ne nous étions même pas touchés. Nous étions juste restés dans le noir et avions respiré le même air et presque, le presque allait me détruire. C'est comme ça que les gens disparaissent, ai-je pensé. Pas d'un coup, lentement, dans quelqu'un d'autre. D'Évreux. Je suis retourné dans mes appartements et j'ai donné un coup de poing dans le mur. Pas métaphoriquement, littéralement. Poussière de pierre, jointure fendue et la satisfaction brute et stupide de quelque chose de physique qui fait plus mal que la chose en moi que je ne pouvais pas atteindre. Mon loup hurlait à nouveau, pas l'appel du lien cette fois, quelque chose de pire, du chagrin, l'équivalent d'animal de tenir quelque chose de précieux et de se le faire arracher à la dernière seconde, encore et encore, sans comprendre pourquoi. Je me suis appuyé contre le mur que je venais de briser. J'ai regardé ma main ensanglantée et j'ai pensé à la bouche d'Aurelia Sloane à 2 centimètres de la mienne et au fait que j'avais voulu combler cet écart plus que je n'avais jamais voulu quoi que ce soit dans ma vie. Plus que le trône, plus que la victoire, plus que la froide satisfaction du contrôle qui avait été ma fondation pendant 29 ans. 2 centimètres et la botte d'un garde sur la pierre. J'ai fléchi ma main, j'ai regardé le sang suinter. Je me perdais, c'était la vérité. Quoi que cette femme soit pour moi, quoi que nous ayons été, quoi qu'on nous ait volé, cela me démantelait pièce par pièce. Le roi Alpha était bâti sur la discipline, sur la distance, sur la capacité à maintenir la ligne entre ce que je voulais et ce que je faisais. Et elle avait transformé cette ligne en une suggestion. J'ai bandé ma main, je me suis assis sur le bord de mon lit, j'ai regardé la porte. Je ne me souviens pas de l'avoir aimée. Alors pourquoi la perdre me semble-t-il familier? 2 couloirs, c'est tout. 2 couloirs, 3 virages et une porte qu'elle avait probablement laissée ouverte à nouveau parce qu'elle faisait ça maintenant. La laissait ouverte comme une invitation ou un défi, ou une question à laquelle elle voulait que je réponde avec mon corps au lieu de ma bouche. Je n'y suis pas allé, mais je n'ai pas dormi non plus. Et c'est cette nuit-là que je me suis avoué seul dans le noir avec du sang sur mes jointures et mon loup gémissant dans ma poitrine, que quoi qu'on nous ait pris, je ne le voulais pas seulement en retour pour la vérité, pour la justice, pour la meute. Je le voulais en retour parce que j'étais en train de tomber amoureux d'une femme dont j'étais apparemment déjà tombé amoureux une fois. Et la deuxième fois était pire parce que je savais exactement ce que je perdais et je ne pouvais pas me souvenir de ce que j'avais eu. La 7e nuit, je l'ai trouvé dans le couloir devant ma chambre. Pas en train d'entrer, juste debout là. Mains bandées, yeux épuisés, comme s'il avait été en route quelque part et que ses pieds l'avaient amené ici à la place. Depuis combien de temps êtes-vous là? Ai-je demandé. Je n'y étais pas, c'est vous, c'est mon couloir. C'est l'excuse que vous allez utiliser? J'ai regardé sa main. Qu'est-il arrivé? Un désaccord avec un mur. Qui a gagné? Aucun des deux. Il m'a regardé. Le fer était plus mince ce soir, usé, tendu sur quelque chose qui devenait trop grand pour son contenant. Je n'arrête pas de rêver, a-t-il dit, bas, comme une confession. Des choses que je ne vois pas clairement, une voix que je ne peux pas identifier, un sentiment de « il s'est arrêté ». Sa mâchoire a travaillé. Je pense que le seau se détériore. Je pense que la proximité le brise.
De quoi rêvez-vous? De chaleur. Une main dans la mienne, quelqu'un qui rit, et puis rien. Comme si l'image était arrachée juste avant de se résoudre. J'ai senti ma gorge se serrer. Parce que j'avais rêvé aussi. Le même genre de rêve. Des fragments, des échos, des sentiments sans visage. Je rêve d'une pièce, ai-je dit doucement. Une pièce où je n'ai jamais été. Un feu. Quelqu'un qui dit mon nom comme si c'était le mot le plus important qu'il connaisse. Son souffle s'est coupé, presque imperceptible. Mais je l'ai entendu. Aucun de nous n'a mentionné l'escalier, le quasi-baiser, les 2 centimètres d'air entre nous qui avaient été plus bruyants que tout ce que nous avions dit. Mais c'était là, dans l'espace entre ces mots et les miens, dans la distance prudente que nous gardions. Pas assez près pour se toucher, pas assez loin pour oublier. Je vais trouver l'encre, a-t-il dit. Je vais briser le sceau, et quand je le ferai, quand nous nous souviendrons, j'ai besoin que vous soyez prêts. Prêts à quoi? À ce que nous étions, à ce qu'ils ont pris, parce que c'est peut-être plus grand que ce à quoi nous sommes préparés. J'ai soutenu son regard, fer et chaleur, contrôle et les choses qui menaçaient de le briser. Je ne suis déjà pas préparé, ai-je dit. Je ne suis pas préparé depuis le matin où je me suis réveillé sans mon loup. Ne pas être préparé est mon état naturel. Alors, allez-y. Quelque chose a traversé son visage. Pas un sourire, mais la chose la plus proche d'un sourire que j'avais vu de lui. Bonne nuit, Aurélia. Bonne nuit, d'Evreux. Il s'est éloigné, et je suis resté dans l'embrasure de la porte à le regarder partir, et j'ai pensé, j'ai embrassé cet homme. J'ai failli l'embrasser à nouveau, et quelque part, enfoui sous des couches de mémoire volées, il y a une version de moi qui l'aimait, et je vais la récupérer. Évangeline a trouvé l'encre à l'aube, l'a retirée d'une cavité sous les dalles de la chambre privée de Néra. Une pierre de la taille d'un poing, sombre comme du charbon, pulsant d'une lumière qui semblait malade. Anormale, comme le battement de cœur de quelque chose qui aurait dû cesser de vivre il y a longtemps. Elle l'a apporté à d'Evreux. Il m'a apporté l'information. Il se tenait dans l'embrasure de ma porte, car bien sûr, c'était ma porte. C'est là que toutes nos conversations les plus importantes avaient lieu, dans le seuil entre son monde et la petite pièce qu'il m'avait donnée pour survivre. Nous l'avons, a-t-il dit. L'encre, a confirmé Évangeline. Elle porte notre sang à tous les deux. Je l'ai regardé, il m'a regardé, et aucun de nous n'a dit ce que nous pensions tous les deux, qu'à la fin de la journée, nous pourrions nous souvenir de tout. Qui nous étions, ce que nous avions, ce que ça faisait de s'aimer, où nous pourrions découvrir que le lien était plus mince que l'instinct ne le suggérait, que la connexion était de la chimie, pas de l'histoire, que nous avions été des étrangers après tout. As-tu peur? Ai-je demandé. Non. Un temps, oui. Lequel des deux? Les deux, en même temps, ce que je ne savais pas possible avant de te rencontrer. J'ai presque souri, presque, mais le poids de ce qui allait arriver l'a écrasé. Néra a convoqué une assemblée publique, a-t-il dit, avant que je puisse bouger. Elle force un jugement avant que nous puissions présenter les preuves. Alors nous les présenterons là-bas, devant 500 loups, devant le monde entier si c'est ce qu'il faut. Elle a volé nos vies, d'Evreux. Elle peut nous regarder les reprendre en public. Il m'a regardé pendant un long moment, puis il a fait quelque chose d'inattendu. Il a tendu la main et a touché ma main, juste ma main, doigt contre doigt, léger, délibéré. L'enfant a pulsé chaudement. Mon souffle s'est coupé. Quoi qu'il arrive dans ce cas-ci, a-t-il dit, tu te tiens à mes côtés, passe derrière moi, à mes côtés. J'ai enroulé mes doigts autour des siens. J'ai tenu. À tes côtés, ai-je dit. Il a serré une fois, a lâché, et nous sommes partis en guerre. La grande salle, lumière des torches et pierres, 500 loups, et chaque once d'air aspiré de la pièce. Néra se tenait sur la tribune dans ses robes blancs argentées, rayonnant d'autorité comme un glacier rayonne de froid. Derrière elle, 4 gardes du temple. À ses côtés, les artefacts rituels qu'elle utilisait pour les cérémonies formelles, des brasiers, des bols, du tissu. On m'a amené au centre. Pas flanqué cette fois, seul. L'enquête a atteint sa fin, a annoncé Néra. Sa voix portait sans effort. C'était le genre de voix conçue pour des chambres comme celle-ci. 12 jours d'examen, chaque guérisseur, chaque érudit, chaque outil de diagnostic à la disposition du territoire, et les conclusions sont sans appel. Elle a fait une pause.
Elle laissait le silence s'installer. Il n'y a aucune explication, aucun lien, aucun père, aucune trace. L'enfant dans le corps de cette femme n'a aucune origine, aucune signature et aucune légitimité spirituelle. La foule a bougé. Je l'ai senti, le poids collectif de 500 loups décidant de ce que j'étais. La loi est claire, a poursuivi Nera. Un individu sans loup portant un enfant intraçable représente... Arrête! La voix de Devereux a traversé la chambre comme une lame à travers un tissu. Il s'est avancé depuis l'entrée latérale et il n'était pas seul. Évangeline était derrière lui, et dans ses mains, un parchemin. Le visage de Nera n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux-ci, un scintillement, une fissure capillaire dans la performance. « Roi Alpha », a-t-elle dit doucement, « l'Assemblée a été convoquée conformément à... Je sais pourquoi elle a été convoquée et je l'annule. Vous ne pouvez pas mater outre. Je ne passe pas outre, je présente des preuves. » La chambre est devenue absolument silencieuse. Devereux a marché jusqu'au centre, jusqu'à moi, s'est tenu à mes côtés, pas devant moi, à mes côtés. Et ce choix, ce placement, en disait plus que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. « Il y a 3 jours, j'ai accédé à la chambre forte scellée sous le temple, » a-t-il dit. Sa voix était contrôlée, claire et portée pour atteindre chaque coin de la salle. J'ai trouvé un dossier complet d'un rituel interdit appelé le sceau de rupture de lien. J'ai regardé Nera. J'ai regardé l'immobilité de son visage devenir quelque chose de plus dur, de plus cassant. Ce rituel, a poursuivi Devereux, est conçu pour rompre un lien d'accouplement, effacer la mémoire partagée des 2 sujets et la remplacer par des continuités fabriquées si transparentes qu'aucun des sujets ne peut détecter l'altération. Il nécessite du sang des 2 parties, un objet d'ancrage et un praticien du plus haut rang. Il a regardé directement Nera. Le plus haut rang, le rang détenu par une seule personne dans ce territoire. La foule a éclaté. Des voix, du choc, de l'indignation. Le conseil était debout. Nera a levé la main. La foule s'est calmée, mais le silence était maintenant différent, chargé, dangereux, fragile. « Ce sont de graves accusations, » a-t-elle dit. Sa voix était toujours contrôlée, toujours musicale, mais la mélodie avait changé de ton. Et elles sont basées sur un parchemin, une théorie et le loup d'un alpha agissant de manière inhabituelle. Elles sont basées sur le fait que mon enfant réponde au contact de Devereux. Ma voix sortant de moi avant que je puisse l'arrêter, forte, claire et tremblante de quelque chose qui n'était pas de la peur. L'enfant le reconnaît. Les guérisseurs l'ont confirmé. Le lien a peut-être été coupé, mais l'enfant nous porte tous les 2. Quoi que vous nous ayez fait, vous n'avez pas pu effacer ce qui grandit en moi. Je me suis avancé vers Nera, et j'ai senti l'enfant surgir. Chaleur, intensité, détermination. Vous avez pris mon loup, ai-je dit. Vous avez pris mes souvenirs. Vous l'avez pris à moi et moi à lui, et vous avez réécrit nos vies comme si nous étions des brouillons que vous pouviez éditer. Nera m'a regardé, et le masque s'est fissuré. Pas complètement. Elle était trop contrôlée pour ça, mais assez. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » a-t-elle dit doucement. « Tu es une fille sans loup confuse qui... » « Touche là. » La voix de Devereux, basse, dirigée vers moi. Il a tendu la main. J'ai compris immédiatement, sans explication. J'ai pris sa main et l'enfant a détonné. Pas de violence, pas de douleur. De la lumière, de la chaleur. Une pulsation de reconnaissance si puissante qu'elle était visible. Une vague d'énergie dorée qui a rayonné de mon corps, de l'endroit où vivait l'enfant, et a balayé la salle comme une onde de choc. Les gens ont trébuché. Les torches ont vacillé. Les artefacts rituels de Nera, les brasiers, les bols, se sont fissurés, se sont brisés, et je l'ai senti. Pour la première fois depuis que je me suis réveillé sans loup, je l'ai senti. Ma louve faible, distante, enfouie sous des couches de faux silence, mais là, vivante, tendant la main. Là, a dit Devereux. Sa voix était rauque, sa main serrait la mienne si fort que ça faisait presque mal. Chaque loup dans cette pièce a senti ça, chacun d'entre eux. Il s'est tourné vers Nera. Ses yeux avaient changé, plus de fer, du feu. C'était une réponse de lien. Et la seule façon que ce soit possible, c'est si le lien existait, si le lien a été rompu, si vous avez fait ça. Nera se tenait sur la plateforme, seule maintenant.
Ses gardes s'étaient reculés, que ce soit par choix ou par instinct. Vous n'avez aucune preuve, a-t-elle dit, mais la musique avait disparu de sa voix. Plate, mécanique. Je n'ai pas besoin de preuves, a dit Devereux. J'ai besoin d'une encre. Il s'est tourné vers Évangeline, a hoché la tête, et Évangeline a brandi la pierre. Petite, sombre, pulsant de cette faible lumière maladive. Tirée dessous le sol de la chambre privée de Néra. Nous l'avons trouvée, a simplement dit Évangeline. Le visage de Néra est devenu blanc, le blanc de quelque chose qui s'effondre. Vous ne comprenez pas, a-t-elle dit, et sa voix avait de nouveau changé. Plus dure, désespérée. L'enfant, cet enfant n'est pas ce que vous pensez. Un lien entre un roi alpha et une personne de rien. Savez-vous ce que cela fait à la lignée, à la hiérarchie, à tout ce que nous avons passé des siècles à protéger? Le lien était une aberration, une corruption. J'ai fait ce qui était nécessaire pour préserver votre pouvoir, a dit Devereux, pour préserver une structure qui vous place en son centre. Vous n'avez pas protégé la meute. Vous vous êtes protégé vous-même. Saisissez-la, a-t-il dit aux gardes. Et ils l'ont fait. La chambre était silencieuse. 500 loups retenant leur souffle. Devereux s'est tourné vers moi, sa main toujours dans la mienne. Maintenant, a-t-il dit, nous le brisons. L'espace rituel a été dégagé en moins d'une heure. Évangeline a dirigé la préparation. La pierre d'ancrage a été placée sur une surface plane. Des bougies, du sel, rien d'élaboré. Le rituel pour briser un sceau était plus simple que celui pour le créer, car la destruction est toujours plus facile que la construction. Mais il nécessitait une chose que la création n'avait pas, le consentement. Les deux sujets, les deux sangs, les deux choix, librement donnés. Je me tenais d'un côté de l'encre. Aurélia se tenait de l'autre. La grande salle était vide maintenant. Juste nous, Évangeline, et deux gardes de confiance à la porte. Quand nous combinerons notre sang sur l'encre, a dit Évangeline, le sceau se brisera. Les souvenirs reviendront. Mais je veux être honnête avec vous deux. Je ne sais pas ce que vous ressentirez. Le sceau est actif depuis des semaines. Les souvenirs vont revenir d'un seul coup. Cela pourrait être écrasant. Est-ce que ça fera mal? A demandé Aurélia. Je ne sais pas. Aurélia a hoché la tête. Elle a regardé l'encre, m'a regardé. Je suis prête, a-t-elle dit. Et je l'ai cru, parce que j'avais vu cette femme affronter chaque chose impossible qui lui avait été jetée sans broncher. Et je savais avec une certitude qui précédait la mémoire qu'elle affronterait cela de la même manière. J'ai tiré ma lame, je me suis coupé la paume. J'ai regardé le sang perlé, sombre, riche, portant tout ce que j'étais et tout ce qui avait été pris. Aurélia a pris la lame. N'a pas hésité, s'est coupé la paume et n'a pas bronché. Nous avons tenu nos mains au-dessus de la pierre d'ancrage. Ensemble, a dit Évangeline. Nous avons pressé nos paumes l'une contre l'autre, mon sang dans le sien dans le mien, et avons laissé le flux combiné tomber sur la pierre. L'encre a hurlé, un déchirement, un fracas, comme si chaque porte verrouillée de mon esprit était soufflée de ses gonds simultanément. Et puis les souvenirs sont venus. Une clairière dans les bois. L'automne, pas sur les terres de la Meute, pas entièrement. Une zone grise à la lisière des cartes du territoire. Trop loin pour les patrouilles occasionnelles, trop insignifiante pour une surveillance constante. Le genre d'endroit où les gens passent, mais ne restent pas, à moins d'avoir une raison. Si quelqu'un me voyait là-bas, il ne posait pas de questions. Les patrouilles alpha ne nécessitaient pas d'explication, et personne n'était assez stupide pour suivre. Je traquais une perturbation à la frontière, seul, stupide, arrogant, le genre de mission solo que je prenais quand j'étais trop agité pour déléguer. Elle était là, pas à cause de moi, parce qu'elle cueillait des herbes dans la zone frontalière. L'une des rares libertés accordées à une travailleuse du troisième cercle. Elle a levé les yeux. J'ai baissé les yeux et mon loup s'est absolument immobilisé. C'est venu par vagues. La première conversation, sa langue acérée, son refus d'être intimidée, la façon dont elle a argumenté avec un roi alpha sur les propriétés médicinales d'une racine comme si la hiérarchie était une suggestion qu'elle avait poliment déclinée. La deuxième rencontre, pas accidentelle. La troisième, la quatrième, secrète, délibérée, dangereuse. Nous pensions être prudents, nous ne l'étions pas. On nous laissait faire, on nous observait, on nous mesurait. Et quand c'est devenu un problème,
c'est là qu'elle a agi. La première fois que j'ai touché son visage, de la terre sur sa joue, mon pouce l'essuyant, sa voix s'arrêtant en pleine phrase, ses yeux s'écarquillant. La première fois qu'elle m'a regardé sans armure, le lien se formant. Pas le genre instantané, pas le genre conte de fées, mais le genre lent, laborieux, inévitable. Le genre qui se construit molécule par molécule jusqu'à ce qu'un matin je me réveille, et la première chose à laquelle j'ai pensé était son nom. La nuit où je lui ai dit. La nuit où elle m'a dit qu'elle portait notre enfant. La peur et la joie et le poids impossible de ce que cela signifiait. Un roi alpha lié à une femme du troisième cercle. Et puis, rien. Un vide. Un bord tranchant. Le dernier souvenir, le visage de Nera tout près. Ses mains sur mes tempes. L'odeur de fer et de fumée et quelque chose d'âcre. Sa voix disant des mots que je ne pouvais pas comprendre, et puis me réveiller dans mon bureau, sans aucun souvenir d'Aurelia Sloane. Je suis revenu au présent, haletant, à genoux. La pierre d'ancrage était sombre, morte, fissurée en deux. Aurelia était par terre en face de moi, tremblante. Des larmes coulaient sur son visage, mais ses yeux étaient ouverts, et ils étaient différents. Son loup était là. Je pouvais le voir dans la lueur ambrée derrière ses pupilles, dans la façon dont son corps se tenait, dans le son bas qui venait de sa poitrine. Son loup était de retour, mince, faible, mais présent. Et le lien était un feu de forêt. Il m'a percuté comme un mur de chaleur. Pas restauré, renaissant, brut. Les plus intenses que les souvenirs ne le suggéraient, parce que l'absence l'avait aiguisé, parce que la perte lui avait donné des arêtes, parce que nous nous étions trouvés 2 fois et la deuxième fois brûlait plus fort que la première. D'Évreux, sa voix brisée et entière à la fois. Je me souviens, ai-je dit, je me souviens de tout. Les souvenirs se sont installés au cours des 3 jours suivants comme de la neige remplissant des empreintes. Pas d'un coup, mais par couches, par moments qui me frappaient au milieu d'une action ordinaire. En me lavant le visage, en lassant mes bottes, en attrapant une tasse, et soudain j'étais ailleurs. La clairière, la frontière, ses mains, sa voix, la façon dont il disait mon nom comme si c'était le seul mot d'une langue qu'il avait inventée juste pour moi. Je me suis souvenu de la première fois où il a ri de quelque chose que j'ai dit. Un vrai rire, pas le son politique contrôlé qu'il utilisait au conseil, mais un vrai, surpris, bas et chaud. Je me suis souvenu avoir pensé « Voilà à quoi tu ressembles quand personne ne regarde ». Je me suis souvenu de la nuit où je lui ai parlé de l'enfant. Son visage, la façon dont ses mains tremblaient, la façon dont il m'a serré contre lui et s'est accroché comme si j'étais la seule chose solide dans un monde qui venait de basculer sous ses pieds. Je me suis souvenu du matin où nous avions prévu de le dire au conseil, le matin qui n'est jamais venu, parce que Nera l'avait pris, nous avait pris toute la trajectoire de nos vies et l'avait plié en rien. Mon loup guérissait lentement. Elle était faible, mince et hésitante, comme un animal se remettant d'une longue maladie. Elle ne pouvait pas encore se transformer, mais elle était présente. Elle pressait contre l'intérieur de mes côtes et fredonnait, et le son d'elle était le son du retour à la maison. Le lien était différent. Le lien était un fil sous tension, pas douloureux, mais constant, intense. Je pouvais sentir d'Évreux à travers le complexe comme on sent le soleil à travers les nuages. Une pression, une chaleur, une attraction gravitationnelle. Quand il était proche, mon pouls changeait. Quand il était loin, quelque chose dans ma poitrine se penchait vers lui. Le deuxième jour après la restauration, nous étions assis dans son bureau, sans parler, sans nous toucher, juste existant dans la même pièce pendant que les souvenirs continuaient de faire surface. C'était étrange d'avoir les souvenirs maintenant, parce que j'avais 2 versions des 12 derniers jours. La version que j'avais vécue, où il était un étranger, et la version en dessous, où il était tout. Et les 2 versions se superposaient constamment, créant une sorte de double exposition émotionnelle que je ne savais pas comment gérer. Je l'ai regardé. Il lisait quelque chose ou faisait semblant. Ses yeux ne bougeaient pas. C'est étrange, ai-je dit, de se souvenir. Il a levé les yeux. Comment ça? Parce que maintenant je sais que quand tu es venu au village, ton loup m'a reconnu. Et tu n'as pas compris pourquoi et tu as lutté contre ça. J'ai lutté contre ça. Et je sais que quand j'ai soutenu ton regard, alors que je n'aurais pas dû en être capable,
C'est parce qu'une partie de moi était encore connectée à toi, à travers l'enfant, à travers ce que le sceau n'a pas pu atteindre. Il a posé le papier. Et ça change les choses. Ça change tout. Parce que le premier baiser, dans ma chambre après que tu m'aies parlé du sceau, ce n'était pas de la chimie de lien, ce n'était pas de la magie résiduelle, c'était moi qui te choisissais sans les souvenirs. Il s'est immobilisé. Je t'ai choisi sans te connaître, et je dis, ça veut dire quelque chose d'Évreux. Ça veut dire que le lien n'est pas la raison, le lien est la conséquence. Il s'est levé lentement, a traversé la pièce comme il le faisait toujours quand quelque chose était trop grand pour les mots, délibérément, comme si chaque pas était une phrase qu'il choisissait de ne pas dire. Il s'est arrêté devant moi, proche mais sans toucher. Aurélia, oui, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quoi? La nuit dans l'escalier, quand nous avons failli, il s'est arrêté, a dégluti. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai donné un coup de poing dans un mur. Je sais, j'ai vu le bandage. Parce que je voulais cet écart plus que je ne voulais de l'air. Et je ne savais pas si c'était le lien ou moi. Et maintenant, je sais que c'était moi. J'ai senti mes yeux me brûler. C'était moi aussi. Il a tendu la main, a touché ma main, je l'ai laissé faire. Nous sommes restés là, nous tenant la main dans son bureau, sans nous embrasser, sans nous presser, juste nous accrochant à quelque chose que nous avions perdu et retrouvé et perdu et retrouvé encore, et choisissant, cette fois en pleine connaissance, avec pleine mémoire, avec plein consentement, de le garder. Le Conseil voulait une déclaration de lien formel, public, cérémoniel, politiquement nécessaire pour stabiliser le territoire après le bouleversement. Je ne veux pas que ce soit politique, a dit Devereux. Nous étions dans notre chambre maintenant, pas une cellule, pas un quartier d'invités, la nôtre. Il se tenait près de la fenêtre. J'étais assise sur le lit. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Il a traversé la pièce, lent, délibéré, s'est arrêté devant moi. Assez près pour toucher, mais sans toucher, planant dans cet espace entre l'intention et l'action qui nous avait définis depuis le premier jour. Je veux que ce soit réel, a-t-il dit. Je veux me tenir devant chaque loup de ce territoire et dire « Cette femme est à moi », pas parce que le lien l'exige, pas parce que la lignée le requiert, parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai choisi avant que quiconque ne me dise que je pouvais. Et quelqu'un a volé ce choix et je le reprends. Ma gorge s'est nouée, mes yeux ont brûlé, mon loup a pressé contre mes côtes et a émis un son trop brut pour être autre chose que de l'amour. Alors fais ça, ai-je murmuré. Exactement ça. Pas moi, mais le moment. Ses doigts ont effleuré ma mâchoire, en ont tracé la ligne, se sont posés sous mon menton. Je me souviens de la première fois où j'ai touché ton visage, a-t-il dit, dans la clairière. Tu te disputais avec moi sur les dosages d'aconite, et tu avais de la terre sur la joue, et j'ai étendu la main et je l'ai essuyée, et tu as arrêté de parler. La première fois que tu as jamais arrêté de parler. J'ai ri, un son humide et craquelé. Je me souviens. Je vais t'embrasser maintenant, a-t-il dit, et je vais m'en souvenir cette fois. Il s'est penché, lentement. Son front a touché le mien en premier, et j'ai senti le lien pulser entre nous, stable et chaud, comme un troisième battement de cœur, puis son nez contre le mien, puis sa bouche. Et le baiser n'avait rien à voir avec le premier. Je m'en souvenais, pas clairement, mais assez pour savoir que ce n'était pas nouveau, juste volé. Le premier baiser avait été une collision, une urgence, des corps agissant sur une information que l'esprit n'avait pas traitée. Ce baiser était un choix, lent, délibéré et dévastateur. Sa bouche a bougé contre la mienne comme s'il en mémorisait la forme. De la même manière que le premier baiser avait semblé être un souvenir, celui-ci semblait être une arrivée. Ses mains ont encadré mon visage, les deux mains douces et fermes, me tenant comme si j'étais la réponse à une question qu'il se posait dans le noir depuis des semaines. Et sous le baiser, quelque chose s'est produit que je n'attendais pas. Les souvenirs se sont superposés. La clairière, son pouce sur ma joue, la frontière, sa main dans la mienne. La nuit où il m'a dit qu'il m'aimait dans le noir, en un murmure, comme si c'était un secret que le monde ne méritait pas d'entendre. Tout cela superposé au présent, de sorte que l'embrasser maintenant, c'était comme l'embrasser alors, et à chaque fois entre les deux, un seul acte continu de choix,
que le sceau avait interrompu mais pas détruit. Je l'ai embrassé en retour, pleinement, pas désespérément cette fois, complètement, avec tout ce que j'avais, avec le loup fredonnant dans ma poitrine et l'enfant fredonnant dans mon ventre, et le lien fredonnant entre nous comme un accord frappé sur un instrument qui était resté silencieux trop longtemps. Quand nous nous sommes séparés, ses yeux étaient humides. Je n'avais jamais vu ça avant, ni dans les souvenirs, ni dans le présent. Devereux Vorath, les yeux humides, me regardant comme si j'étais le monde entier. Je ne laisserai plus rien prendre ça, a-t-il dit. Ni un rituel, ni une prêtresse, ni le conseil, ni les lois de la lignée, rien. Je sais. Je le pense, Aurélia. Je sais que tu le penses. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Il a pressé ses lèvres sur mon front, les yeux maintenus, et j'ai fermé les yeux, et j'ai senti le lien pulser entre nous, vivant, brut, imparfait, et si fort qu'aucune magie au monde ne pourrait jamais. La déclaration formelle a eu lieu au coucher du soleil 3 jours plus tard. La grande salle, 500 loups, la même chambre où Nera avait essayé de condamner la femme qui se tenait maintenant à mes côtés, le menton levé et son loup brûlant derrière ses yeux comme un signal de feu. Aurélia Sloane est ma compagne liée, ai-je dit. Pas de cérémonie, pas de préambule. Elle l'est depuis avant que beaucoup d'entre vous ne connaissent son nom. Un crime a été commis contre nous, contre notre lien, nos souvenirs, notre enfant. Ce crime a été puni. L'auteur subira tout le poids de la loi territoriale. J'ai regardé Aurélia, elle m'a regardé. Je ne demande pas votre approbation, ai-je dit à la foule. Je ne sollicite pas votre bénédiction. Je vous dis ce qui est. Et ce qui est, c'est que cette femme qui a survécu à l'arrachement de son loup, qui a survécu à une grossesse impossible, sans explication et sans allié, qui s'est tenue dans cette salle et a fait face à la condamnation sans broncher, cette femme est la personne la plus forte de ce territoire, et elle est à moi, et je suis à elle. Et la prochaine personne qui la traitera d'abomination devra me répondre personnellement. Silence. Le genre lourd de sens. Puis Évangeline a commencé à applaudir, lentement, délibérément. Une vieille guérisseuse aux mains tachées d'achiller donnant le rythme. D'autres se sont joints. Pas tous, pas immédiatement, mais assez. Assez pour que le son monte et remplisse la chambre, et j'ai senti la main d'Aurélia trouver la mienne et s'y accrocher. Tous n'accepteraient pas, que non. Tous ne comprendraient pas. Les puristes de la lignée résisteraient, les traditionalistes du conseil s'opposeraient. La route à venir était longue et sinueuse, mais Aurélia était à mes côtés. Notre enfant grandissait. Notre lien était restauré. Et j'avais appris quelque chose au cours des 2 dernières semaines que ni le pouvoir ni la stratégie ne m'avaient jamais enseigné. On ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce que quelqu'un l'efface. Et on ne sait pas qui on est jusqu'à ce qu'on se batte pour le récupérer. Je me suis assise à la fenêtre de notre chambre et j'ai posé ma main sur mon ventre. L'enfant était calme, chaud, présent, ne cherchant plus, ne fouillant plus, apaisé comme on s'apaise quand on a enfin trouvé l'endroit où l'on est censé être. Mon loup s'est enroulé en moi comme une flamme dans une lanterne, toujours en convalescence, toujours mince, mais féroce. Elle avait survécu à l'anéantissement et il était revenu. Et il y avait une défiance dans sa présence maintenant qui n'était pas là avant, un refus d'être diminué qui ressemblait moins à une restauration qu'à une renaissance. Devereux s'est assis à côté de moi, proche, son épaule contre la mienne, sa main reposant sur son genou, mais son petit doigt touchant de ma cuisse. Le plus petit point de contact possible et le plus délibéré. Nous ne parlions pas, nous n'en avions pas besoin. Le lien fredonnait entre nous, stable, profond, permanent, pas la chose fragile qu'il devait être quand il s'est formé pour la première fois dans cette clairière. Quelque chose de plus dur maintenant, trempé, forgé dans le feu de sa propre destruction et réassemblé en pleine connaissance de ce qu'il en coûtait de le perdre. J'ai pensé à Nera, à ce qu'elle avait dit, que notre lien était une aberration, une corruption, et j'ai pensé, tant mieux. Parce que si la hiérarchie ne pouvait pas survivre à un lien comme le nôtre, alors la hiérarchie méritait de tomber. Et si le monde n'était pas prêt pour l'enfant qui grandissait en moi, un enfant né d'un lien qui avait été rompu, volé et réécrit, et qui avait quand même survécu, alors le monde ferait mieux de se préparer. Parce que nous étions là et nous nous souvenions. Et rien, aucun rituel,
aucune prêtresse, aucune loi, aucune peur, n'allait jamais nous faire oublier à nouveau. Je me suis penché contre l'épaule de Devereux. Il s'est penché en retour. Ils ont essayé de nous effacer et pendant un temps, ils ont réussi, mais certaines choses ne disparaissent pas. Elles attendent, elles les brûlent, et quand elles reviennent, elles ne reviennent pas plus faibles. La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Pas le genre de vide qui suit une perte ou une absence, mais quelque chose de plus plein, quelque chose qui s'installait dans les espaces entre les respirations et y restait comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. Et je me suis assise près de la fenêtre avec l'enfant dans mes bras, son poids petit et constant et d'une certaine manière absolue, comme si le monde s'était réorganisé autour d'elle sans demander la permission. Et la chaleur d'elle s'infiltrait à travers le tissu fin entre nous, d'une manière qui ne semblait pas fragile ou nouvelle, mais contrôlée, ancrée, plus forte que tout ce qui venait de naître ne devrait l'être. J'ai pressé mes lèvres sur son front, sentant cette chaleur pulser doucement contre ma peau, alors qu'elle émettait un son silencieux, qui n'était pas tout à fait un cri, et pas tout à fait une respiration, mais quelque chose entre les deux, quelque chose de conscient. Et en dessous de ça, mon loup a remué sans hésitation ni confusion, pas l'écho fracturé avec lequel j'avais vécu avant, mais entier, stable, reconnaissant l'enfant sans question, non pas comme quelque chose d'inconnu, mais comme quelque chose qui avait toujours fait partie de nous et qui avait simplement mis du temps à arriver. J'ai entendu les pas avant de me retourner, bien que je n'en ai pas eu besoin, car le lien a changé de cette manière silencieuse et familière qui était devenue aussi constante que la respiration. Et Devereux s'est arrêté assez près derrière moi pour que je puisse sentir sa chaleur avant que sa main ne s'avance, non pas pour l'enfant, mais pour moi, ses doigts effleurant légèrement mon épaule, comme pour confirmer que j'étais toujours là, toujours réel, toujours quelque chose qui n'avait pas disparu à nouveau. « Je pensais que tu dormirais », a-t-il dit doucement. Et je lui ai dit que j'avais dormi, mais que ce n'était plus le cas. Et le silence qui a suivi n'était pas vide, mais lourd de tout ce que nous n'avions pas besoin de dire, de tout ce qui avait déjà été brisé et reconstruit entre nous. Et quand je me suis tourné juste assez pour qu'il la voie, je lui ai dit de s'approcher, observant l'hésitation qui a traversé son visage, brève mais réelle, le genre qui n'appartenait pas à l'homme qui était parti en guerre sans pause, mais qui appartenait à quelqu'un qui comprenait exactement ce que signifiait perdre quelque chose et n'était pas prêt à risquer cela à nouveau. Il s'est déplacé prudemment, plus lentement que je ne l'avais jamais vu bouger, comme si l'espace entre nous pouvait changer s'il n'était pas délibéré en le traversant. Et quand j'ai ajusté l'enfant dans mes bras pour faire de la place, il s'est assis à côté de moi sans la toucher au début, juste en la regardant. Et j'ai observé le changement se produire en lui par petites touches, le contrôle se relâchant, la distance cédant la place à quelque chose de plus humain, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être caché. « Elle te ressemble », a-t-il dit. Et je lui ai dit que non, et il a insisté sur le fait que si, avec la même certitude tranquille qu'il l'avait définie depuis le début. Et j'ai laissé échapper un souffle doux qui aurait pu être un rire, tandis qu'il exhalait quelque chose qui ressemblait plus à du soulagement qu'à autre chose. Et quand il a demandé s'il pouvait, je lui ai dit oui avant qu'il ne finisse la question, parce qu'il n'y avait aucune partie de moi qui voulait lui refuser cela plus longtemps. Ses mains se sont levées lentement, s'arrêtant juste assez longtemps pour s'ajuster, pour mesurer, pour s'assurer qu'il ne ferait pas de mal. Et puis il l'a prise de mes bras, avec un soin qui semblait délibéré, d'une manière qui disait qu'il savait exactement de quel dégât il était capable et avait choisi très clairement de n'en utiliser aucun ici. Et au moment où elle s'est installée contre lui, la chaleur a de nouveau changé. Pas vive ou écrasante comme avant, mais stable et contrôlée. Quelque chose qui ne déferlait pas ou n'exigeait pas, mais qui existait simplement entre eux. Et je l'ai senti s'installer dans le lien comme une reconnaissance plutôt qu'une recherche. « C'est nouveau », a-t-il dit doucement. Et je lui ai dit qu'elle ne cherchait plus. Et il a compris immédiatement parce qu'elle n'en avait plus besoin. Parce que ce qui avait été fracturé auparavant avait enfin retrouvé sa place sans résistance. Il a baissé les yeux sur elle, puis de nouveau sur moi. Et quelque chose est passé entre nous qui ne ressemblait pas à de la surprise ou même à du soulagement, mais à quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait achevé d'une manière qui n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais en faisait partie de quelque chose qui ne pouvait être défait.
Et quand il a dit que nous l'avions récupéré, je lui ai dit que nous ne l'avions jamais perdu, bien que nous sachions tous les deux à quel point c'était passé près, à quel point cela aurait pu facilement se passer autrement. Je me suis penché contre lui alors, et cette fois il n'y a eu aucune hésitation dans la façon dont il s'est déplacé pour me rencontrer, son épaule s'installant contre la mienne, comme si elle y avait toujours appartenu, comme s'il n'y avait jamais eu d'espace entre nous qui devait être comblé, et l'enfant reposait entre nous, chaude, stable et réelle d'une manière qui ne semblait plus fragile. Tu sais qu'ils nous observent toujours, a-t-il dit. Et je lui ai dit que je le savais, parce que cette vérité n'avait pas changé, parce que le monde à l'extérieur de cette pièce ne s'était pas adouci ou n'avait pas oublié ce que nous étions. Et quand il a ajouté que cela ne mettait fin à rien, je lui ai dit que je le savais aussi, parce que ce qui allait suivre n'allait pas être plus facile simplement parce que nous avions survécu à ce qui était devenu avant. Mais quand j'ai dit que je m'en fichais, ce n'était pas de la défiance ou de la rébellion, c'était simplement la vérité la plus claire que j'avais. Et il m'a regardé de cette manière qui dépouillait tout le reste, non pas comme un roi ou un loup, mais comme quelqu'un qui comprenait exactement ce que signifiait perdre quelque chose et avait déjà décidé qu'il ne permettrait pas que cela se reproduise. Et quand il a dit bien, cela portait une certitude qui n'avait pas besoin d'être élevée ou soulignée pour être comprise. Le lien s'est installé entre nous, pas vif ou écrasant, mais constant, quelque chose qui ne demandait pas d'attention parce qu'il n'avait plus besoin de faire ses preuves. Et à l'extérieur de la fenêtre, la lune s'est levée, pleine et brillante sur la crête, observant de la même manière qu'elle l'avait toujours fait, mais cela ne ressemblait plus à quelque chose qui attendait de prendre. J'ai baissé les yeux sur l'enfant, puis de nouveau sur lui, sur ce qui avait été brisé et réécrit, et qui était pourtant resté. Et quand j'ai dit qu'ils avaient essayé de tout prendre, il a été d'accord parce que nous savions tous les deux à quel point ils étaient passés près, à quel point cela avait failli être complet. Mais j'ai secoué la tête, l'ajustant légèrement dans mes bras, alors que sa chaleur s'installait plus profondément contre moi. Et quand il a demandé ce qu'ils avaient manqué, j'ai rencontré son regard sans hésitation, sans distance, sans plus rien entre nous qui devait être remis en question, et je lui ai dit que c'était nous, parce que c'était la seule vérité qui comptait encore. Sa main a alors couvert la mienne, ferme et certaine. Et cette fois, il n'y avait rien en elle qui semblait incertain ou inachevé, rien qui semblait pouvoir être repris. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, le silence ne semblait pas être quelque chose de temporaire. Il semblait être quelque chose que nous avions mérité. Si cette histoire vous a touché, même un peu, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans la section des commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué. D'autres histoires comme celle-ci vous attendent.